C'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, à Toulouse, on a l'habitude de dire le quart d'heure toulousain. Là, on l'a largement dépassé pour bien montrer nos spécificités catalanes, donc c'est bien. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Et puis, on est vraiment très très contents d'avoir organisé cet événement et de vous voir si nombreux. Et puis, on est aussi très contents parce que je trouve qu'il y a des profils très très variés, des gens qu'on connaît d'horizons complètement différents. Et ça, je trouve que c'est important, et on en discutait juste avant avec Laure et Guillaume. Mais c'est un des objectifs du livre, et ils vous le présenteront après, que de rassembler, de rouvrir le débat public en essayant de le dépolluer de certaines considérations comme celle du greenwashing qui va être présentée juste après. Alors, je connais la plupart des gens, mais certains peut-être ne me connaissent pas, donc je m'appelle Eric Rémy, je suis professeur à l'université de Toulouse 3 Paul Sabatier. Donc c'est aussi à ce titre qu'on s'est croisés sur Toulouse, bien sûr. Comme eux, je suis membre de la Técopole, mais eux sont des membres éminents de la Técopole, et ils vous présenteront ce mouvement, l'atelier d'écologie politique qui est sur Toulouse et qui réunit pas mal de scientifiques. Je voulais aussi commencer par les remerciements d'usage, donc remercier le département pour nous avoir mis à disposition cette salle magnifique que personnellement je ne connaissais pas, mais qui est vraiment très très agréable. Donc un grand merci pour ça. Un grand merci aussi à Torcatis qui a organisé la vente des ouvrages que vous pourrez trouver là-bas, mais ils ont eu un petit souci, il y a un cas Covid, du coup c'est nous qui faisons la vente, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour acquérir cet ouvrage. Merci aussi à beaucoup d'animateurs de la fresque du climat qui sont là. Il y a pas mal de membres animateurs de la fresque du climat, d'être présents et d'avoir diffusé aussi le message dans leurs différents réseaux. Il va être beaucoup question de, plus ou moins directement, de dérèglement climatique, de rapport du GIEC. Sachez que vous pouvez vous former et vous sensibiliser à ces questions de dérèglement climatique et de rapport du GIEC via la fresque du climat. Donc vous aurez des informations que vous trouverez aussi sur la table là-bas. Merci à l'association Tramontane, avec sa présidente ici, Marie Dag, pour nous avoir permis d'organiser cette réunion sous l'égide de l'association. C'est vraiment l'objectif, on en parlait tout à l'heure avec Marie, c'est vraiment l'objectif de l'association que d'organiser, d'ouvrir les débats et de rassembler les gens d'horizons divers et variés. Donc on est content et qu'on est satisfait à cet objectif. Merci à Agnès Langevin aussi, puisque c'était une idée comme ça, dans une discussion qu'on avait eue suite à une rencontre avec des gens de la Técopole sur Toulouse, de se dire tiens, ce serait bien qu'il y ait des gens de la Técopole qui viennent nous présenter leur ouvrage. Donc merci d'avoir accompagné cette organisation. Je vais dire juste quelques petits mots d'introduction sur l'ouvrage, parce que je l'ai lu. Je dis ça parce que vous n'avez pas pu le lire, étant donné que vous le trouvez maintenant, etc. Vous l'avez lu aussi, vous, je pense. Donc on est très heureux d'accueillir Guillaume Cardou, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, et puis Laure Delière, maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse aussi, en histoire contemporaine. Ils font partie des deux coordinateurs, directeurs, ou coordinateurs, trois coordinateurs de l'ouvrage. Donc merci vraiment d'être venu et de venir nous présenter ce travail. Sans compter que, je ne sais pas si vous avez vu, mais cet ouvrage a été en rupture de stock il y a encore 2 semaines. C'est un ouvrage qui fonctionne très très bien, qui est sorti il y a quoi, 1 mois et demi, c'est ça ? Fin mars. Qui fonctionne très très bien, qu'on voit un peu partout en promotion, France Inter, France Culture, enfin, on a vu pas mal d'émissions, France 3, etc. J'en passe divers et variés. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une grande chance de vous accueillir aujourd'hui sur Perpignan pour vous écouter sur ce thème ô combien important. Donc un très grand merci à vous. Juste en guise d'introduction sur cet ouvrage, je ne vais pas définir ce que c'est que le greenwashing, ils vont le faire beaucoup mieux que moi. Donc ils reviendront sur cet aspect-là. Juste vous dire que cet ouvrage, ils vont vous le présenter, fait référence à 24 entrées. En fait, c'est un ouvrage très très accessible, très vulgarisé, écrit pour la plupart des enseignants-chercheurs, mais avec cette volonté justement de rendre accessible un certain nombre de thématiques. Donc 24 entrées variées qui vont être abordées ici.
et toujours avec une volonté d'asseoir une production de connaissances scientifiques. Moi, c'est ce qui m'a pas mal plu, bien sûr, en tant qu'universitaire, c'est qu'à chaque fois, effectivement, on retrouve les grandes bases de la production scientifique, on retrouve qu'est-ce que le greenwashing et les aspects en fait, de description et de compréhension du greenwashing. C'est ce pourquoi vous le retrouverez, le greenwashing, dans 24 entrées, de façon, de formes différentes et de nature différentes. On retrouve cette volonté à la fois donc, de comprendre et ensuite de trouver des grilles d'explication et de compréhension. Donc là, on a trois éléments essentiels, mais je pense que vous reviendrez dessus, bien entendu. Le greenwashing s'appuie sur l'économisme, sur le techno-solutionnisme et sur la pensée en îlot, hein, d'une certaine manière. Donc 3 éléments qui, effectivement, sont constitutifs du greenwashing, qui vont être détaillés ici. Et puis on retrouve le dernier point, c'est l'interprétation de la pensée scientifique, c'est-à-dire donner un sens finalement à ces éléments-là. Et là, on a le sens d'un rôle ou d'une fonction finalement du greenwashing qu'on pourrait qualifier finalement de mythique, en fait, d'une certaine façon. Le greenwashing, moi c'est comme ça que je l'ai vu, vous me direz si je me trompe ou pas, fonctionne un peu comme un mythe. Hein. Un mythe, c'est un récit collectif qu'on essaye effectivement, on essaye d'agréger le maximum de personnes autour de ce mythe, fondé sur une mise en lumière de certains aspects, ce qui passe par forcément cacher d'autres aspects, une mise à l'ombre d'autres aspects, qui sont sans doute des aspects qu'on pourra voir une fois qu'on aura pu dépolluer le débat public, quels sont les chemins qui peuvent mener réellement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la bifurcation ou un peu à la mode, au basculement. Donc voilà, j'en fais pas plus, je vous laisse la parole en espérant ne pas avoir trop trahi vos propos, et un grand merci encore à vous. Merci beaucoup Eric pour ta présentation, pour cet accueil. Merci à vous tous et toutes d'être là. Merci aussi à tous ceux, institutions ou des personnes qui ont rendu possible cette rencontre. On y est très sensible et c'est vrai qu'on est heureux de venir à Perpignan pour présenter cet ouvrage et surtout pour ouvrir un moment de dialogue avec vous et partager des questions et aussi des remarques de votre part. Donc, c'est vrai que cet ouvrage, finalement, le point de départ pour nous, évidemment, c'est ce qui peut nous réunir tous certainement, c'est en fait l'aspect crucial et l'urgence de la problématique écologique aujourd'hui. C'est quelque chose qui, il y a encore quelques années, n'aurait pas pu être formulé tout à fait de cette manière, qui faisait encore l'objet peut-être d'une part de déni, de discours pour détourner les yeux de la question. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de mal à être dans ce type de discours, bien qu'il en reste encore, mais ça devient plus marginal parce que le caractère impérieux et parfois presque un peu tragique aussi de l'enjeu écologique nous saute aux yeux constamment, par des alertes dans les médias, par la chaleur qui commence à arriver, les événements extrêmes qui vont se passer cet été dans l'hémisphère nord, l'hiver prochain dans l'hémisphère sud, etc. Voilà, ces éléments-là sont constamment présents maintenant à notre connaissance. Alors c'est vrai qu'on aurait pu, à l'introduction à cette conférence, prendre la peine, mais on ne l'a pas préparé avec Guillaume, parce qu'on s'est dit on va quand même focaliser sur le greenwashing, on aurait pu prendre la peine de faire quelques récaps qu'à la Technopole nous faisons très souvent, notamment pour le grand public, voilà, pour redonner les clés de compréhension, les grands ordres de grandeur de cette situation de basculement écologique dans laquelle on est. C'est pas juste qu'on est confronté à des problèmes, pas même seulement à une crise, c'est en fait le système Terre dans ses grands équilibres, les grands équilibres autour de ce qui rend la vie possible sur cette planète sont en train d'être dégradés de manière extrêmement rapide et de façon dans une très grande ampleur par l'action humaine, l'activité humaine dans toutes ses composantes. Et c'est vrai que ce qui est peut-être le plus connu, le plus présent maintenant à notre vision, c'est le climat. Mais le climat n'est qu'un des éléments. C'est un des éléments décisifs, mais c'est qu'un des éléments. Derrière, il y a aussi la question de la biodiversité, de l'amoindrissement des populations, des espèces vivantes, qui est un énorme enjeu. Il y a la question de la pollution, et certains emploient le terme de contamination
généralisée, hein, si on pense par exemple au plastique, à d'autres contaminants, ce ne sont plus des pollutions seulement circonscrites, mais vraiment une problématique extrêmement large de contamination généralisée des milieux. Il y a la problématique des sols, hein. Hier c'était la COP15 pour la question de la désertification, qui est aussi un énorme enjeu, et aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, contexte bien sûr de guerre en Ukraine, mais qui fait revenir à notre vision le fait que la sécurité alimentaire, hein, et la question de la résilience des sociétés sur les besoins de base, notamment les besoins alimentaires, n'est pas forcément garantie. En tout cas, il faut se donner les moyens sociaux, politiques, économiques de construire un cadre où ce soit possible, et aussi les moyens de maintenir un environnement qui le rende possible. Bon, bref, je suis déjà trop longue sur ça, mais certainement ça reviendra dans les questions. Quelle est véritablement aujourd'hui la situation écologique dans laquelle on est? Et si vous êtes venu à cette conférence, c'est certainement que vous êtes déjà sensibilisé, intéressé, curieux, peut-être très averti sur ces sujets. Mais je pense que, et nous on essaye de le signaler toujours à la Techopole, on est maintenant dans une telle urgence qu'il faut que ces savoirs percolent partout auprès de tout le monde. Et bien sûr, nous, scientifiques, on a un rôle à ce sujet pour transmettre des connaissances, des informations, mais je crois qu'il faut que la société civile s'en saisisse très largement. Donc il y a aussi un travail de tout un chacun et chacune là où il est, dans son milieu, auprès de ses proches, de sa famille, de ses collègues, etc., pour parler de ça, pour se mettre à niveau mutuellement, pour se partager des infos, de manière à ce que collectivement la société puisse bouger au mieux et le plus vite possible sur ces enjeux. Donc je referme cette parenthèse pour dire que nous aurions pu commencer par traiter de ça très largement, et on ne va pas le faire parce qu'on va quand même cibler la rencontre sur le greenwashing. Mais c'est vraiment tout ça qui est un arrière-plan de notre démarche pour le livre, et aussi de ce qu'on essaye de partager quand on vient faire comme ça dans des conférences. Alors, quel est le lien avec le greenwashing? C'est que, au fur et à mesure que ces enjeux écologiques sont devenus de plus en plus évidents, présents dans le débat public, saisis par différents acteurs sur la scène publique, eh bien la thématique du greenwashing, elle est montée concomitamment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une tentative d'informer sur ces questions, une tentative pour aller vers des solutions possibles, les concevoir et évidemment essayer de les mettre en œuvre, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Et dans le même temps, il y a des freins qui se développent. Et le greenwashing, pour nous, est un de ces freins essentiels, considérables. C'est une manière de mal comprendre les enjeux écologiques, de brouiller ou de biaiser la compréhension qu'on peut en avoir et finalement la saisie politique démocratique qu'on peut en avoir. C'est ça qui est grave. On y reviendra. Alors, dans cette vision-là, on a fait cet ouvrage qu'on a intitulé « Manuel pour dépolluer le débat public ». Donc cette notion de manuel, elle dit tout, je crois. On voulait un ouvrage qui soit comme un outil, une boîte à outils, pour que chacun puisse aller y piocher des éléments de compréhension pour justement discuter avec ses voisins, ses collègues, peut-être commencer à s'inscrire dans une démarche, une action, en tout cas trouver des arguments scientifiquement fondés pour appuyer une vision, une bonne compréhension de ces enjeux et éviter d'être enfumé par des discours de type greenwashing. Voilà. Alors, la notion de greenwashing, je pense qu'elle ne vous est pas tout à fait étrangère. Tout le monde a à peu près, ce mot circule quand même, maintenant il est peu de sens commun. Donc tout le monde a un peu en tête que ça peut être le greenwashing. Et c'est vrai que dans un premier niveau de compréhension, on sait bien que c'est ce qu'on appellerait en français l'éco-blanchiment ou verdissement de façade. Donc une tentative pour donner un aspect vert, écolo, environnemental friendly, ou voilà, bon pour l'environnement, à peu de frais et sans beaucoup d'engagement. Ça peut être des logiques de marketing sur des produits où on va refaire le packaging d'un produit sans se demander si ce produit lui-même il est si écologique que ça. On va repeindre en vert un logo, on va faire une petite pub où on insiste sur les petits oiseaux, les fleurs, les pâquerettes, les forêts, etc., etc. Tout ça, vous connaissez très bien, évidemment. Les acteurs en question sont bien sûr des groupes d'intérêt, qui peuvent être des entreprises dans une démarche commerciale, mais aussi éventuellement des institutions qui essayent de se donner une image plus verte ou plus vertueuse en la matière que ce qu'elles font effectivement. Et ça peut être l'idée qu'on plante quelques arbres en ville et qu'on prétend avoir pour cela une politique très écolo, alors qu'en fait, bon, c'est bien, c'est très bien de planter des arbres, mais c'est loin d'être suffisant peut-être sur ce qu'il faudrait faire pour avoir une politique
écologique. Donc tout ça, c'est le premier niveau du greenwashing. Et je dirais qu'il n'y avait pas besoin de faire un long bouquin pour parler de ça. Hein. La plupart d'entre vous, tout le monde est capable de le déceler et de s'en moquer un peu quand on voit ce genre de tentative. Mais pour nous, dans l'ouvrage, le greenwashing va en fait beaucoup plus loin que ça. C'est devenu aujourd'hui un mécanisme de fond, un phénomène beaucoup plus général qui recouvre une tendance à mal penser, mal comprendre, mal expliciter, mal partager et finalement mal saisir et mal répondre aux enjeux écologiques. Mal les comprendre, mal y répondre. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus grave. Surtout, c'est beaucoup plus grave dans le contexte actuel dans lequel on est, où les problèmes écologiques s'aggravent de manière très rapide et très nette. Donc, le greenwashing, pour nous, son premier effet, c'est de retarder la réponse ou de nous enferrer sur de fausses pistes, c'est-à-dire de nous entraîner vers des réponses qui n'en sont pas et qui, finalement, nous conduisent à de nouvelles impasses, de nouveaux effets retard. Et au final, on constate à travers les 24 entrées, comme l'a dit Eric, hein, ce livre est constitué de 24 entrées, vous avez là le sommaire, pour ceux qui ne sont pas trop loin au fond de la salle, vous pouvez peut-être le voir, ça va de agriculture durable à, c'est pas tout à fait un dictionnaire avec toutes les lettres de l'alphabet, mais à ville durable en dernière entrée. À travers toutes ces entrées, tous ces auteurs, il y a quand même 37 auteurs dans cet ouvrage, chacun spécialiste de son domaine, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des logiques structurelles et que le greenwashing devient justement un mécanisme structurel de notre société dont il importe vivement de comprendre à la fois les formes qu'il recouvre et aussi les fonctions. Quelle fonction il remplit dans notre société? À quoi il sert? À quoi il ne sert pas? Qu'est-ce qui l'empêche? Et donc c'est ça l'intention de notre livre, vraiment de dépasser la notion première de greenwashing pour la tirer plus haut et en faire un outil puissant de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la réponse de nos sociétés à l'enjeu écologique et surtout, selon nous, à ce qui va se passer dans les années qui viennent. Nous, on est à peu près certains, on fait le pari, c'est pas pour vous pousser à acheter le bouquin, mais ce bouquin, il a vraiment de l'avenir, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on décrit, ça va être des sortes de modèles d'interprétation, de compréhension qui vont se révéler très efficients, hélas, dans les années qui viennent. Quelques mots de la Técopole, je regarde si je ne suis pas déjà trop long comme ça. Donc quelques mots de la Técopole, parce que ce livre n'est pas à proprement parler un livre de la Técopole, mais tous trois qui l'avons coordonné avec Aurélien Berland, qui est philosophe, docteur en philosophie, qui n'a pas pu venir, nous sommes de la Técopole, et parmi les auteurs, il y en a plus de la moitié qui sont membres de la Técopole. C'est quoi la Técopole? L'atelier d'écologie politique, pour développer l'acronyme. C'est un regroupement en fait, de scientifiques nés à Toulouse et qui s'est voulu une initiative de site toulousaine, non pas pour rester bien sûr dans l'entre-soi toulousain, ça n'a aucun intérêt, mais parce que voilà, face à l'enjeu écologique, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et à quel titre on peut intervenir. Et peut-être ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui est neuf, ce qui peut avoir un tout petit peu de poids ou de sens, c'est de dire on intervient en collectif en tant que scientifique. Donc la Técopole se limite à des chercheurs, chercheuses de l'enseignement supérieur et de la recherche toulousain. Et en fait, on a démarré comme une initiative vraiment, je dirais, avec une forme d'idéalisme, simplement une envie d'essayer quelque chose sur un manifeste qui définissait quelques idées de base. Vous pouvez le trouver sur notre site, c'est un texte très simple en fait, qui dit que face à l'enjeu, il faut peut-être sortir de notre zone de confort, essayer d'inventer d'autres manières de s'articuler à la société, notamment pour nous scientifiques, et d'essayer de penser et de répondre à l'enjeu écologique. Et donc aujourd'hui, on est plus de 160, représentant d'une cinquantaine de labos toulousains. On le dit sans forfanterie, mais vraiment, souvent, l'interdisciplinarité, c'est une espèce de graal, une quête mythique. Nous, on la pratique au jour le jour, parce qu'à la Técopole, il y a des gens des SHS, moi je suis historienne, Guillaume est à l'Infocom, mais il y a aussi des astrophysiciens, des biologistes, des mathématiciens, des gens qui ont fait des études dans l'ingénierie, en fait, il y a tout. Et justement, c'est une des choses sur lesquelles on insiste. La Técopole, ce n'est pas une réunion de gens qui sont forcément spécialistes de la question écologique, mais on considère que toutes les disciplines sont bienvenues pour
apporter leur regard. C'est peut-être en croisant la complexité de toutes ces disciplines, tellement cet enjeu est énorme, qu'on a les meilleures chances peut-être de l'appréhender pleinement, en tout cas d'être à niveau de la compréhension qu'on voudrait en avoir. Parce que l'écologie, c'est pas juste les enjeux des écosystèmes, du vivant, des interactions entre les espèces et leur milieu, mais c'est aussi comment les sociétés sont en prise avec ces questions-là, qu'est-ce qu'elles y font, et donc toutes les sciences, toutes les disciplines dans leur part. Bon, je suis un peu trop longue à nouveau, mais si ça vous intéresse, si vous en avez la curiosité, vous pouvez voir sur notre site qui on est, comment on fonctionne, sur tous les textes qu'on a écrits. Il y a des tribunes qui ont été publiées dans les médias, dans Le Monde, dans Libération. On a assez rapidement visé une intervention vers la société, vers les citoyens. Puis il y a aussi notre séminaire de recherche, qui est un séminaire ouvert à tous les doctorants de toutes les disciplines à Toulouse et qui fait l'objet d'enregistrements. Vous pouvez aussi trouver en ligne sur notre site la collection des séminaires qu'on a fait, la plupart y sont, et on continue à augmenter cette collection si vous voulez vous informer sur ces sujets. Et par ailleurs, on commence à écrire aussi quelques ouvrages. Donc on en a fait un sur la 5G, enquête sur une technologie contestée, qui a été coordonnée par Jean-Michel Huppé. C'est un bouquin un peu moins médiatisé, mais très intéressant pour faire le point sur cette technologie et voir quelle est la bonne manière de l'aborder, même pour la contester évidemment. Et puis évidemment, il y a cet ouvrage sur le greenwashing. Alors j'entre enfin dans le cœur du sujet, parce que je crois que Guillaume se dit, mais elle est complètement... où est-ce qu'elle va? Bon, donc le terme de greenwashing, juste un petit focus historique pour revenir sur la genèse même du terme. Quand je vous ai dit, c'est une notion qui a accompagné la montée en puissance de la prise de conscience de l'enjeu écologique. Vous savez que pour les historiens, comment dire, il y a deux choses importantes à comprendre. D'une part, la conscience environnementale, la conscience que nous, les humains, les groupes humains, les sociétés, on peut avoir de l'environnement, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'il y a 10 ans, ça ne date pas d'il y a 50 ans. En vérité, toute société humaine, tout groupe humain a une certaine conscience de son environnement, a un certain souci de son environnement, et a même la notion que son environnement peut se dégrader, etc. Donc ça, c'est très ancien. Les historiens l'ont bien montré. Par contre, évidemment, il est certain qu'au XXe siècle, il y a un moment de cristallisation qui se fait dans les années 60 et surtout 70, en tout cas dans nos sociétés occidentales, où là, l'enjeu environnemental écologique surgit vraiment comme un problème de fond central dans les sociétés. Ça a été un moment très fort. Donc on est à la fois fondé à dire que ce n'est pas propre au XXe siècle ou à notre modernité, mais en même temps, bien sûr, quelque chose se passe il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et pourquoi? Eh bien parce qu'évidemment, le XXe siècle a été un accroissement vertigineux de l'empreinte écologique, l'impact écologique sur l'environnement. Et logiquement, la réaction, ça a été que les sociétés civiles, en tout cas dans nos pays, aux États-Unis, en Europe, etc., mais aussi dans des pays du Sud, se sont mobilisés à partir de ces années. Bon. Alors du coup, le terme de greenwashing, il va venir un peu plus tard. Il va venir en fait dans la décennie suivante, quand ce questionnement écologique, ce souci écologique va être saisi par la politique, et qu'une des réponses qu'on va y faire va être la notion de développement durable. La notion de développement durable, elle apparaît à la fin des années 80, et elle devient, je dirais, la ligne, la feuille de route désormais des politiques publiques pour répondre à l'enjeu écologique, y compris au plus haut niveau internationalement, puisque c'est une notion qui est validée par l'ONU au sommet de Rio en 1992. Alors on pourra revenir sur cette notion de développement durable qui pouvait au début apparaître comme une solution intéressante. L'environnement apparaissait, c'était l'idée qu'il fallait avoir un triptyque économique, social, environnemental. En vérité, maintenant qu'on a le recul de près de 30 années, on voit bien que ce qui a pris le dessus, c'est plutôt l'économique, puis le social, et l'environnement était tout à fait en dessous, écrasé par tout ça. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette réponse aux contestations sociales pour dire qu'il y a un problème environnemental, la question écologique est sur la table, que certaines entreprises ont commencé à déployer des politiques soi-disant de réponse à l'enjeu, où les États déployaient des politiques de développement durable, et que du coup, les milieux écologistes ont avancé l'argument du greenwashing pour dire mais ce que vous faites là, ce n'est pas une réponse sérieuse, c'est une manière de détourner l'enjeu, c'est faire du greenwashing, c'est faire du verdissement du passage. Voilà.
Donc ce terme, il apparaît dans ce contexte-là, à la fin des années 80, début des années 90, parce qu'il y a cette conjonction entre une montée en puissance d'un véritable souci croissant de l'environnement chez les gens et d'une manière finalement dilatoire d'y répondre à travers la proposition du développement durable. Bon. Alors du coup, nous, dans notre sommaire, ça y est, j'attaque vraiment le sommaire, eh bien, il y a des termes qui peut-être vont vous surprendre par leur présence, mais qui traduisent ça. Comment, face à l'enjeu écologique, une des questions, c'est quel récit on construit pour y répondre. Quel récit on construit pour y répondre. Le développement durable a été une proposition de récit, de conceptualisation pour y répondre. Bon. Alors, parmi les grands récits qu'on aborde, il y a bien sûr celui de la prise de conscience. Il y a une entrée prise de conscience qui est rédigée par Jean-Baptiste Frézos, qui est un historien, chercheur au CNRS, très intéressant, qui travaille beaucoup sur ces questions, et qui montre en fait que cette notion de prise de conscience, elle revient constamment, comme une ancienne, depuis 50 ans, mais même il le montre depuis 100 ans, presque depuis 200 ans, parce que déjà à la fin du 18e siècle, il y avait des discours sur la crainte que la déforestation affecte le climat, affecte les sols, etc. En vérité, la prise de conscience, elle est très ancienne, et ça ne suffit pas pour penser qu'on va résoudre l'enjeu écologique. Pour s'attaquer à l'enjeu écologique, il faut autre chose qu'une prise de conscience. Il faut aussi comprendre d'où vient l'impasse dans laquelle on est, et ça, c'est bien différent. Donc, vous voyez, cette entrée, elle est très importante. Le deuxième type d'entrée, par exemple, nature humaine. Alors ça, c'est vraiment curieux. Pourquoi une entrée nature humaine dans un bouquin sur le greenwashing? Là, on a associé, on a passé commande auprès d'un spécialiste des neurosciences, Jean-Michel Huppé, qui a un parcours intéressant. Hein. Il a quitté les neurosciences, il est chercheur au CNRS pour faire désormais de l'écologie politique. Parce que d'après lui, les neurosciences sont souvent une manière de produire des discours pas si intéressants que ça pour penser l'enjeu écologique, et qu'il faudrait des discours plus politisés au sens fort, pas au sens partisan, mais au sens de compréhension des interactions de la société. Bref, dans cette entrée nature humaine, vous verrez qu'associé avec une anthropologue, Vanessa Léa, eh bien, il montre que, vous savez, il y a souvent ces discours communs. Ah oui, mais bon, c'est normal parce que l'homme, il a toujours détruit son environnement. Ben oui, l'homme a toujours impacté son environnement. Par moments dans l'histoire ou dans la préhistoire, il l'a détruit de manière circonscrite. Hein, mais en même temps, penser qu'il y a une nature humaine qui, d'évidence, presque biologiquement, mécaniquement, nous conduira à détruire, ça, scientifiquement, c'est pas du tout prouvé. Et au contraire, ça peut nous détourner de la vraie compréhension des enjeux, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, au XXe siècle, à partir de la révolution industrielle, on va dire, 19e, 20e siècle, de manière accélérée, nos sociétés et la dynamique qui s'est construite dans nos sociétés occidentales du Nord conduit à ce point à mettre en péril la planète. Ce n'est pas le même mode de compréhension. C'est un peu subtil, mais ça mérite vraiment d'être creusé. Parce qu'il y a des discours aujourd'hui non fondés qui circulent et qui conduisent à mal penser la géologie. Développement durable, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Transition, il faut quand même l'aborder. Transition est aujourd'hui devenu le terme qui a pris la place de développement durable. Alors pourquoi pas, nous on ne fait pas une guerre des termes dans ce livre, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Transition, on peut tout à fait l'employer, c'est pas un mot tabou, hein, et c'est très utile, et même nous on l'emploie d'ailleurs. Mais il faut bien savoir dans quelle logique on l'emploie. Et souvent ça devient de plus en plus un terme qui masque le fait qu'on ne fait pas assez, qu'on ne fait pas une vraie bifurcation, pour reprendre un terme qu'Éric a employé. Donc si transition, ça devient juste un substitut un peu fade et mou à développement durable, ce n'est pas une bonne manière de faire comprendre le profond tournant, hein, le changement très profond de trajectoire, d'organisation de nos sociétés qui est nécessaire pour répondre à l'enjeu écologique dans ce qu'il a de vital. Voilà, donc je passe enfin la parole à Guillaume, qui est très bavard aussi, vous allez le voir. Donc, merci Laure. Je ne promets de ne pas être bavard, puisque l'idée ce serait d'essayer de laisser le plus possible la parole au public et puis à la discussion. J'ai passé la deuxième diapositive derrière où on voit les sous-titres qui ont été donnés à chacune des entrées et qui peut ainsi donner un petit peu un aperçu de leur contenu. Et puis peut-être qu'il peut aussi susciter votre curiosité et éventuellement quand on sera en phase de discussion, vous pourrez peut-être poser des questions sur ce qu'on peut bien raconter dans ces différentes entrées.
Simplement, ce que je voulais dire, c'était préciser les 3 points sur lesquels qu'a abordé Eric au début de la présentation, puisqu'il a dit finalement dans l'introduction à l'ouvrage, ce qu'on fait, c'est essayer de comprendre le greenwashing comme un phénomène systémique, on l'a compris avec ce que dit Laure, et un phénomène systémique, pour le comprendre, il faut essayer de comprendre les structures, les traits principaux qui le produisent. Et on a essayé d'analyser à partir de la synthèse de toutes les entrées qu'on avait ici, quels étaient ces traits qui se retrouvaient dans tout ce qu'on finissait par étiqueter comme étant du greenwashing. Et les 3 traits qui sont finalement des traits culturels typiques de notre société, de notre modernité occidentale, de notre société capitaliste, technologique, moderne, on peut industrielle, on peut mettre les noms qu'on veut là-dessus, sont donc l'économisme, le technosolutionnisme et la pensée en silo. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'économisme? C'est la tendance qu'on a dans notre société contemporaine, dans notre espace public contemporain, à arriver à penser la conduite des affaires humaines que selon le prisme de l'économie. Donc de l'économie au sens de l'économie telle qu'on la connaît, du monde économique tel qu'il va, avec ses critères de croissance, de PIB, d'emploi, de chômage, de salaire, donc tous les termes de l'économie qui n'ont absolument rien de naturel, qui sont des inventions, des catégories de pensée, des inventions tout à fait modernes, qui ne s'appliquent pas à toutes les sociétés, qui ne s'appliquent absolument pas à tous les modèles d'activité, qui ne s'appliquent pas par exemple au fonctionnement coopératif, mutualiste, au fonctionnement, à la gestion des biens communs, etc. Et pourtant on a énormément de mal à penser la conduite du monde en dehors de ces catégories, alors même que l'état des connaissances scientifiques sur le sujet tend à nous dire que les fonctionnements intimes de l'économie telle qu'on la connaît, la concurrence, la compétitivité, la recherche de croissance, la recherche de profit, la division du travail également, surtout à l'échelle internationale, sont des moteurs extrêmement puissants de la catastrophe écologique qu'on connaît aujourd'hui. Donc parmi les entrées que l'on a ici, typiquement croissance verte insiste sur ce point-là. La croissance verte, la recherche de croissance, c'est un leitmotiv qu'on retrouve dans énormément de secteurs, énormément de sphères médiatiques, politiques, industrielles bien sûr, alors que il faut comparer cette omniprésence de l'idée de possibilité d'une croissance verte, d'une croissance neutre en carbone, d'une croissance écologique, avec l'état des connaissances en économie écologique sur le sujet, qui nous disent globalement que ce n'est pas possible. On n'a aucun argument dans la littérature scientifique, ni théorique, ni empirique dans les observations, pour nous laisser penser qu'on est capable d'allier la croissance du PIB, c'est de ça dont on parle, quand on parle de la croissance du PIB, avec une réduction suffisante, assez rapide et assez pérenne des émissions de gaz à effet de serre et plus généralement de l'empreinte environnementale de nos sociétés, empreinte matérielle, usage des ressources, émissions de différents polluants, contamination du monde, comme l'a dit Laurent. Donc ça c'est donc l'usage de ce point de vue, l'usage du terme croissance verte et de l'idée de la possibilité d'une activité de croissance, mais à la fois soutenable, est quelque chose qui s'apparente très très fort à du greenwashing. Une autre manière dont cet économisme peut s'exprimer, ou en tout cas où on peut le retrouver dans nos entrées, c'est l'entrée par exemple RSE. RSE, c'est un sigle qui désigne la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le développement, c'est aussi une autre formule qui sert à désigner l'action de développement durable dans les entreprises. La manière de montrer comment l'économisme limite ou fait prendre des impasses aux bonnes intentions écologiques, parce que dans les services RSE des entreprises et dans les actions RSE d'entreprises, il peut y avoir énormément de bonnes initiatives. Le seul problème, c'est que si on remet tout ça en contexte macroéconomique, on voit que les entreprises, elles sont d'abord prises dans un jeu concurrentiel pour les grandes entreprises internationales avec une nécessité de compétitivité et de profitabilité très forte, et que de ce point de vue-là, toute action qui serait bonne pour l'environnement ou bonne pour la société, mais qui ne permettrait pas de continuer la course avec ses concurrents, de fait, ça ferait disparaître cette entreprise, ou en tout cas ça entraînerait tout un ensemble de difficultés qui rendent très difficile des engagements extrêmement profonds, sérieux et efficaces, écologiques et sociaux des entreprises. Donc voilà une manière dont une bonne idée écologique, responsabiliser les entreprises, en fait tombe à plat dès lors qu'elle n'est pensée que dans l'économie telle qu'elle va, parce que l'économie telle qu'elle va structurellement produit des problèmes écologiques.
Le deuxième grand trait qui a tendance à produire du greenwashing, ou qui est caractéristique du greenwashing, et qui est vraiment, pour le coup, de nos traits modernes, vraiment très très fort, c'est le technosolutionnisme. Donc l'idée que tous nos problèmes ont des solutions technologiques, ont des solutions dans l'innovation technologique. Et le terme d'innovation est un terme qu'on retrouve énormément dans le discours public. Le problème du technosolutionnisme face à l'enjeu écologique, il est au moins double. Le premier, c'est qu'il entraîne un énorme retard à l'action. Si on dit, bon, on a un problème écologique, mais grâce à l'innovation qui viendra plus tard, on va le régler. On sent bien que si cette innovation n'arrive pas, on va avoir un problème parce qu'on n'aura pas pris ici et maintenant les mesures de réduction de notre empreinte environnementale qui étaient nécessaires pour limiter la catastrophe. Un exemple typique ici, ça va être dans l'entrée nucléaire, la promesse toujours renouvelée depuis des dizaines et des dizaines d'années de la fusion nucléaire qui pourrait permettre d'avoir une énergie propre, pas chère, etc. et qui pourrait venir remplacer l'énergie qu'on utilise aujourd'hui. Si on regarde un tout petit peu ce qui se passe réellement dans les recherches de la fusion nucléaire, on voit bien qu'on ne peut rien imaginer de près avant 30, 40, 50 ans, 60 ans peut-être, industrialisable, etc. Donc quelque chose qui ne correspond absolument pas à l'urgence de la situation. Si on peut dire, faut sans doute continuer à faire de la recherche sur le sujet, peut-être, je ne sais rien. En tout cas, il faut aussi et surtout, ici et maintenant, réduire nos émissions et notre empreinte environnementale parce que ce n'est pas du tout la fusion qui va nous sauver. Donc le technosolutionnisme a un effet puissant de retard à l'action. On peut le voir aussi évidemment dans l'aviation où la promesse de l'avion vert masque le fait qu'il y a une nécessité impérieuse de réduire d'abord le trafic ici et maintenant. Et puis si demain on a un avion vert, très bien, on pourra voler vertement, mais aujourd'hui ce n'est pas vrai. Autre problème lié au technosolutionnisme, bien documenté également, c'est ce qu'on appelle le déplacement des pollutions. Et finalement, on retrouve presque une forme de greenwashing historique, classique, qui consiste à mettre loin des yeux, loin du cœur la pollution, ou à repeindre la façade en vert. Typiquement la voiture électrique. Une voiture électrique ne pollue pas, entre guillemets, à l'usage. Vous n'avez pas de particules fines avec votre voiture électrique. Lorsqu'elle roule, elle n'émet pas de CO2, mais évidemment l'électricité qui permet de la faire rouler a en amont été produite, et selon où elle a été produite, si elle a été produite, si vous roulez avec une voiture électrique en Pologne avec des centrales à charbon, vous émettez du CO2. En France, vous utilisez du nucléaire. Et par ailleurs, la voiture électrique a tout un ensemble d'autres de déplacements de pollution en termes d'extractivisme minier avec des pollutions minières absolument énormes, des risques très probables de manque de ressources minières pour produire les véhicules. Il y avait une étude récemment alors je ne sais plus exactement où, mais c'est à Londres, voilà. Je ne me souviens plus est-ce que tu l'as? Non, tu l'as pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, qui calculait les besoins en métaux pour transformer l'intégralité du parc privé de véhicules thermiques en Grande-Bretagne en véhicules électriques. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est que rien que pour le parc en Grande-Bretagne, il faudrait, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était des ordres de grandeur, c'est le double de la production mondiale de cuivre actuelle, les 3/4 de la production actuelle de néodymium ou de lithium, voilà, quelque chose de complètement délirant, et en fait, qui dit tout simplement que les ordres de grandeur nous disent immédiatement ce n'est pas possible. Voilà, donc on a à la fois un transfert des pollutions et surtout un engagement. Si on se dit on va remplacer terme à terme le véhicule thermique par le véhicule électrique, c'est juste pas possible. Alors, la mobilité individuelle sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui n'est tout simplement pas durable, thermique ou électrique. Donc voilà comment on peut produire du greenwashing avec du technosolutionnisme. Et dernier point, dernier trait producteur et qui montre du greenwashing, la pensée en silo, c'est-à-dire la tendance à s'aveugler aux phénomènes systémiques et alors, par exemple, typiquement, entrer, comment on l'a appelé, éco-citoyen, c'est ça. Éco-citoyen, c'est aveuglement, on s'aveugle aux phénomènes systémiques lorsqu'on incite, lorsqu'on demande aux individus de prendre en charge individuellement l'enjeu écologique. Alors, bien entendu, il est absolument certain que toutes et tous, ici, dans les pays riches et les gens les plus au mode de vie les plus aisés du monde ont besoin de modifier leur mode de vie pour faire tenir l'activité humaine dans les limites planétaires, ça c'est une certitude. Mais lorsqu'on
compte que sur les éco-gestes et le geste individuel, on oublie en fait que ces gestes individuels, ils sont complètement conditionnés par des structures sociales, qui sont des structures économiques, bien sûr, selon que vous soyez pauvre ou riche, vous avez évidemment une marge de manœuvre beaucoup plus importante dans vos modes de vie. Je sais pas, acheter une voiture électrique par exemple, ou faire rénover votre bâtiment, acheter une chaudière, changer votre chaudière, tout un ensemble de choses comme ça. Des structures culturelles également, dans certains groupes sociaux, il est évidemment plus facile d'être végétarien que dans d'autres, voilà, bien sûr. Et dans des structures, et également par les structures techniques, spatiales, l'aménagement du territoire. Un exemple qui peut être le plus évident, c'est l'usage de la voiture. Tout simplement, la voiture individuelle, si vous habitez en campagne, eh bien, vous êtes beaucoup plus assujetti que si vous habitez en ville. Et ça, c'est un effet de l'aménagement du territoire historique qui a éloigné peu à peu, justement en raison de l'existence des transports rapides comme la voiture, a éloigné les lieux de vie des lieux d'activité essentiels. Et donc, les gens sont de plus en plus éloignés de là où ils amènent leurs enfants à l'école, de là où ils travaillent, de là où ils vont à l'hôpital, etc. Et donc, quand bien même vous voudriez, faire du vélo, en fait, quand tous les lieux essentiels de votre vie sont éloignés de chez vous de plus de 30 km, ça devient très très compliqué. Et donc, inciter les gens à prendre le vélo, c'est bien, et il faut prendre le vélo, mais il faut aussi penser les choses de manière systémique, à savoir rendre possible structurellement, économiquement, spatialement, culturellement également, le fait de prendre le vélo. Autre manière d'illustrer cette manière dont la pensée en silo va produire du greenwashing ou produire des impasses intellectuelles pour gérer la transition écologique, c'est lorsqu'on pense la transition écologique par secteur. On va faire la décarbonation de l'aviation, on va faire la décarbonation du ciment, on va faire la décarbonation du véhicule individuel. Or, lorsqu'on pense comme ça, on oublie qu'il y a des ressources limitées pour se décarboner. Je donnais l'exemple tout à l'heure des voitures électriques. Si la Grande-Bretagne dit je décarbone mon véhicule individuel, en fait, il prend toutes les ressources minières au reste du monde. Donc voilà, on voit comment penser en silo, penser secteur par secteur, on n'y arrive pas. Un exemple qui marche très bien, sur ce plan-là, c'est celui de l'aviation. Aujourd'hui, si on regarde les projets d'aviation zéro carbone, ou d'aviation les consortiums internationaux d'avionneurs qui font leur programme pour entrer dans les clous des accords de Paris, par exemple, dans les avions, on s'aperçoit que certains scénarios pensent utiliser 80 à 90% de la production mondiale d'agrocarburants. Voilà. Donc, sauf que tout le monde veut utiliser des agrocarburants aujourd'hui. La logistique, le transport, la voiture, l'industrie, tout le monde veut utiliser des agrocarburants. Or, on a des plans de décarbonation de l'aviation qui, comme si c'était normal, considèrent qu'ils pourraient utiliser 80 à 90% de la production mondiale telle qu'on imagine possible en 2050. Donc, et aussi ici, pur effet de la pensée en cible. Donc voilà, là j'ai fait un petit peu le point sur ce qui nous a semblé être les trois grands traits culturels actuels, économisme, technosolutionnisme, pensée en silo, qui produisaient du greenwashing. Donc ça c'est dans l'intro la manière dont on a essayé d'expliquer ce greenwashing généralisé. On a essayé aussi de faire d'autres choses par rapport à ce greenwashing généralisé, c'est essayer de comprendre un petit peu ses effets. Donc quels étaient les effets problématiques qu'il pouvait poser. Alors, le plus évident, on en a parlé, c'est celui de polluer le débat public. En fait, de nous amener à mal penser, de rendre confus la pensée sur les enjeux de transition. Voilà, oublier de penser la coopération et la gestion des biens communs parce qu'on est uniquement dans une perspective économiste. Oublier de penser la simplicité, les low-tech par exemple, les technologies simples, la détechnologisation du monde parce qu'on est forcément technosolutionniste. Oublier de penser les structures et donc demander simplement aux individus, aux institutions isolées d'agir. Voilà. Donc là, on brouille la pensée sur ces sujets ô combien importants. Mais ça va beaucoup plus loin. Et je vais comme ça te redonner la parole, Laure. Ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que en plus de brouiller la pensée sur les transitions possibles, ça verrouille ces transitions possibles. Ça nous fait manquer des bifurcations qu'on aurait pu prendre et ça nous engage dans des voies où on va être obligé de s'engager, dans lesquelles on va être obligé d'engager et qui vont être encore plus problématiques, qui vont être très problématiques. Et sur ce plan-là, je te laisse la parole. Oui, bon, c'est vrai que c'est le moment où on achève un peu de plomber l'ambiance, mais
Bon, un des fils d'analyse de notre livre, c'est de voir que, alors qu'on pourrait tous se dire quand même, aujourd'hui on a bien conscience que l'enjeu écologique est vital, crucial et extrêmement urgent. Bon, ok. Qu'il faut donc des changements très profonds de nos sociétés. Que maintenant, ça y est quand même. Les institutions en parlent, les grandes entreprises en parlent, les coop internationales en parlent, l'ONU en parle, tout le monde en parle. Enfin voilà, c'est sur la table, donc ça va être traité et bien traité. On prend le chemin, non? On prend le chemin, puisque effectivement maintenant il y a des annonces qui n'existaient pas il y a quelques années. Décarbonation totale à l'horizon 2050, pardon. Je prends mes désirs pour des réalités, mais c'est vraiment raté. Et puis dès 2030, maintenant l'objectif européen, dès 2030, c'est 55% de moins d'émissions carbone. C'est un objectif extrêmement ambitieux, il faut le mesurer. On a oublié de vous amener l'illustration qui montre quelle a été la courbe des émissions ces dernières années. Et puis, en fait, on est juste en haut d'un grand 8 qui doit s'infléchir comme ça. Alors certes, bien sûr, il y a des pistes, on a parlé, etc., on pourrait y revenir, de certains types de solutions technologiques, d'une transition sur d'autres dispositifs, etc. Mais pour que ce soit aussi rapide, il y a vraiment des questionnements de fond à se poser sur la manière de faire société. Et finalement, au bout de ça, sur nos valeurs. À quoi on tient, à quoi il faut tenir pour faire cette grande bascule, la faire aussi vite, comment on s'organise, sur qui on fait peser l'effort, qui est-ce qu'on protège, et bon, l'empreinte écologique, il faut le savoir, elle est extrêmement directement corrélée aux inégalités sociales. Plus on a de capitaux, d'emprise dans cette société, plus on a une empreinte écologique personnelle et par ses activités qui est forte. C'est une des dimensions, c'est pas la seule, mais évidemment celle-là, elle doit être dans le cadre. Bon. Donc bref, avec tout ça, on pourrait se dire, mais ça y est, là, la problématique va enfin être bien saisie à la hauteur des enjeux. Or, une des choses qu'on constate, et hélas, nous on se dit qu'on va encore la constater pendant quelques années, c'est qu'un certain nombre de discours, de solutions, de dispositifs qui sont promus aujourd'hui s'apparentent en fait à ce greenwashing, mais alors la taille XXL, si vous voulez, une sorte de greenwashing de grande ampleur qui nous fait prendre vraiment des fausses directions et qui en fait, sous prétexte de répondre à l'enjeu, représente un nouveau saut de prédation capitaliste dans le monde. Alors le terme capitalisme ne doit pas nous affoler, on peut employer d'autres termes, on peut employer modernité industrielle, on peut employer le terme société structurée par une dépense énergétique considérable, société consumériste, etc. etc. Il ne s'agit pas de faire une logomachie sur un terme, mais finalement cette logique d'expansion continue de l'empreinte matérielle de notre société, elle n'est pas tenable. Or, un certain nombre de sociétés nous y enferment à nouveau, et certaines propositions cachent carrément une stratégie de rebond industriel sous couvert de faire des plans de relance pseudo-verts qui, en fait, n'en sont pas. On pointe aussi la question des différents acteurs dans notre ouvrage. Un certain nombre des grands milliardaires aujourd'hui qui sont à la tête de fortunes considérables faites sur des dispositifs, que ce soit les grandes technologies numériques, les grandes entreprises d'énergie fossile qui se rebaptisent aujourd'hui entreprises de gestion du carbone. Après avoir répandu le carbone, ils vont répandre la décarbonation, mais ces macros intérêts contribuent aujourd'hui à préempter la transition pour la formater à leur vue et largement aussi à leurs intérêts. Et là, il y a un véritable enjeu démocratique à démasquer ça et à se saisir d'une bonne compréhension du sujet. Dans ces domaines, parmi les entrées de l'ouvrage, l'entrée compensation et l'entrée finance verte sont très illustratives de ces phénomènes. L'enjeu de la compensation, aujourd'hui, il est très important. Bon, on y reviendra peut-être dans le débat, mais en gros, d'une idée pareille qui, à la base, pouvait paraître, pourquoi pas, logique, voire bénéfique, de dire si on est obligé quelque part, en faisant une construction, un aménagement, etc., de détruire un écosystème, voilà, ou alors de faire des émissions, parce qu'évidemment, on ne peut pas se passer de toute émission carbone, on va compenser. On a construit finalement une logique qui permet, sur des logiques très financières, finalement, d'équivalence absolue entre tout,
de dire qu'on va continuer dans un sens, mais on va compenser par ailleurs. Et ça, en vérité, ça ne fonctionne pas. Si on continue dans cette logique-là, on ne va pas vraiment répondre à l'enjeu, ou alors on va transférer des problèmes écologiques, comme l'a dit Guillaume, notamment par rapport à l'extractivisme, ou par rapport aux attentes aujourd'hui qu'on fait peser sur la biomasse, sur les forêts, sur les sols, sur les terres arables, etc., etc. Là, il y a des enjeux très forts. Il y a dans la salle des spécialistes de finances vertes, donc ce sera peut-être l'occasion d'y revenir, mais ce profil, là encore, des problèmes très lourds à vouloir financiariser, monétariser et mettre en ordre de logique de commerce financier les réponses aux enjeux écologiques. Et hélas, c'est en partie la voie qui est choisie par l'Union européenne, c'est assez déplorable, mais voilà. On peut prendre l'entrée à l'agriculture pour finir, pour dire que l'agriculture c'est un domaine qu'il est vital d'écologiser assez rapidement. Or là, les enjeux sont très très complexes et pour l'instant, ces dernières années, on n'a pas pris la bonne direction. Vous savez que là, la France s'est fait taper sur les doigts par l'Europe parce que pour la nouvelle PAC, alors que l'Europe a plutôt donné la main aux États pour faire un certain nombre de choix, la France a fait des choix à minima qui presque vide de toute logique le petit verdissement qui était tenté par la nouvelle PAC. Bon, j'insiste pas plus, mais tout ça c'est pour dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas aujourd'hui au moment où on va plus que jamais, et plus rapidement que jamais, répondre aux enjeux écologiques. On est aussi à un moment où on peut prendre des fausses bifurcations, où on peut nous mettre sur la table des fausses solutions qui vont faire que retarder ou déplacer les problèmes. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire ce livre, parce il doit être contre-intuitif de... Enfin, comment dire, il peut paraître contre-intuitif de se dire que peut-être c'est aujourd'hui qu'on prend des mauvaises directions, et pourtant, en partie, ça peut être le cas. Alors, pour finir, et après on vous laisse la parole et voilà, on échange, mais ce livre, par exemple, quand on est allé à France Inter, ils nous ont dit « Oh là là, c'est intéressant, ouais, vraiment, là, oui, ça fait réfléchir, mais alors vous démontez tout, quoi. Il n'y a plus rien, vous passez tout à la moulinette. » Non, ce livre n'est pas quelque chose qui nivelle et met tout sur le même plan. Il y a des choses qui sont de l'ordre des solutions. Et puis il y a aussi des choses qui sont de l'ordre des solutions, mais qui à certains moments, si on les présente d'une certaine manière, si on ne construit pas correctement les dispositifs pour les mettre en œuvre, etc., si on reste dans un cadre général qu'on ne questionne pas, avec les mêmes logiques qui nous ont conduits dans l'impasse, alors ces éléments de solution peuvent devenir des facteurs de nouvelles impasses. Et c'est cette subtilité-là qu'on essaye de déployer dans le livre. Pas de dire il n'y a rien qui est possible, ou pas de dire par exemple les technologies ne seraient pas des solutions. Non, non, ça en fait partie. Mais attention, à quel moment des éléments de solution se transforment en fausses promesses qui, encore une fois, nous enfument et nous mettent la tête dans le sac. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Des questions ? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, j'ai l'impression que peut-être depuis une trentaine d'années, nos sociétés sont en partie un peu plus durables qu'elles étaient auparavant. Et ma question est, est-ce que le greenwashing n'aurait pas permis en partie de démocratiser la prise de conscience pour l'écologie? Est-ce qu'elle n'a pas sa part aussi dans cette démocratisation de l'écologie? Super question. Mais alors, moi tout de suite, je vous dirais, sur quel postulat, sur quelles informations vous pouvez vous baser pour dire que depuis 30 ans, nos sociétés sont un peu plus durables? Parce que là, ça coince au terme des constats. C'est ça qui est terrible. Peut-être vous pouvez vous le dire parce que, je sais pas, bon, voilà, enfin, ouais, peut-être vous préciserez, mais en fait, les grands constats scientifiques, hélas, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que le rapport du GIEC nous dit il y a de moins en moins de temps. Les modèles du changement climatique, c'est les pires qui se confirment. Tout s'aggrave à ce niveau-là. C'est beaucoup moins durable qu'il y a que 30 ans. En matière de biodiversité, c'est pareil. L'effondrement des populations s'accélère. Il s'accélère. Sur la disparition des espèces, ça se voit peut-être pas encore trop, mais on est dans ce moment-là. Enfin, la plupart des grands indicateurs, en fait, n'ont
n'ont pas du tout commencé à changer le curseur dans le sens d'une amélioration vers la durabilité. Après, bien sûr, il y a quelques initiatives, hein. Il peut y avoir des initiatives locales, régionales, dans tel endroit, voire un pays, une initiative, je ne sais pas moi, de reboisement sur les transports. Il y a plein d'initiatives qui peuvent aller vers la durabilité. Mais en termes de macro-évaluation, scientifiquement fondée, on est quand même à l'inverse. Donc on n'y arrive pas du tout. Et bien sûr, quand je dis on, c'est très complexe, c'est là que c'est un peu écrasant, parce que c'est pas juste nous, chacun individuellement, c'est pas juste nos territoires, c'est pas juste la France, c'est pas juste l'Europe, c'est pas juste l'Occident, c'est la planète ensemble dans ses dynamiques démographiques, capitalistes, voilà, etc. Mais par contre, vous voyez, le début de votre proposition, en fait, il n'est pas fondé. C'est pas vrai. Hein. Depuis 30 ans, on ne va pas vers une société plus durable. C'est peut-être une vision. Et oui, non, mais c'est pour ça que votre question est très intéressante et que vous avez raison de le dire comme ça. De toute façon, là, on est là pour partager nos visions et puis nos... Et justement, du coup, est-ce que le greenwashing nous aide à y voir plus clair ou est-ce qu'au contraire, il nous met un peu, comment dire, le coton sur la tête en nous laissant entendre que, bah oui, finalement, on en parle tellement de la soutenabilité, la durabilité, l'écologie, etc. Peut-être parfois on a l'impression d'en parler trop aussi. Nous, ce qu'on dit dans l'introduction, c'est que les gens en ont marre aussi. Que sans cesse on leur dise, voyez, tous ces drames, voyez, il reste 5 ans pour sauver le climat, 3 ans, 2 ans. Bon, en 2018, le patron de l'ONU disait, il reste jusqu'en 2020. Bon, en fait, tout ça, c'est faux. On va continuer ce combat. De toute façon, on fera comme là où on est. Mais c'est vrai qu'il y a des effets de cliquet, il y a des effets de seuil. On est en train, et c'est ce qu'on conclut aussi, on est en train de rater des bifurcations. Et c'est pas juste que les choses continuent à se dégrader. C'est que ces bifurcations très graves, si on n'arrive pas à les prendre, c'est le type de société qu'on pourra continuer à construire, le type de monde qu'on aura à l'avenir qui nous échappe, qui disparaît. C'est encore pire, on referme les portes de l'avenir si on rate ça. Oui, merci pour vos explications. Et là, ils sont en train de dire qu'il ne faut plus qu'on mange de poisson, parce que, en France, hein, parce que ça y est, ce jour-ci, on a mangé tout le poisson qu'autour de la France, hein, sans compter nos pêcheurs qui vont très loin, hein, on a pêché pratiquement tout ce qui est renouvelable. Donc, comment vous analysez ça dans votre livre ou dans vos conférences? Alors, comment on analyse quoi? Les injonctions qui demandent aux individus d'arrêter de manger du poisson parce qu'on n'a plus, le phénomène de déplétion des ressources. Ah, donc ça ne voulait pas forcément de réponse. Non, mais on sait qu'au mois de juin ou juillet, on aura bouffé tout le reste, le système, etc. Donc, comment vous répondez à ça dans vos conférences ou dans le livre? Comme le disait Laure, c'est sans doute le constat initial qui met en action notre activité déjà dans notre collectif scientifique et qui a mis en action ce livre. C'est le constat d'un modèle de société général qui est absolument incapable de respecter les limites planétaires, qui est incapable de respecter les limites planétaires en termes de capacité des océans à capter du carbone, la capacité des océans à renouveler les ressources halieutiques, des forêts à se régénérer, des terres à se refertiliser, voilà, des ressources durables à se reformer. Voilà, donc ça c'est le constat initial qui est que on est dans une société mondialisée, globalisée, qui ne tient pas dans les limites planétaires. Oui, mais il y a l'effet Greta, c'est l'inverse. Dès qu'elle apparaît quelque part, maintenant, il y a une levée, enfin, tout ça, contre les jeunes qui ne connaissent rien, les jeunes qui ne sont pas économistes, les jeunes, etc. Comment on peut lutter contre ça? Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que ces phénomènes, finalement, on peut aussi aborder la question en se disant pourquoi, alors que l'alerte est si ancienne, parce que j'y reviens encore une fois, mais quand même, dans les années 70, il y a le premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972, il y a des grandes associations qui
qui naissent, comme Greenpeace, les Amis de la Terre, etc. Il y a pour la première fois les États-Unis qui créent leur agence environnementale fédérale, qui reste un organisme extrêmement important aujourd'hui. Nous, en France, on crée à ce moment-là le ministère de l'Environnement. Il y a le premier candidat écologiste aux élections présidentielles, le fameux René Dumont. Enfin, vous connaissez sans doute en partie cette histoire. Toute une mobilisation de la jeunesse, une pensée critique qui va aux racines du problème, qui ne se contente pas de dire il y a un problème sur les pâquerettes, on voudrait manger du carotte râpé. Ils analysent en quoi notre société moderne, industrielle, etc. a des risques de nous envoyer dans le mur. Il y a le rapport Meadows, tout ça, bon, bref. Donc pourquoi, malgré tout ça, cette espèce d'élan pour espérer changer l'orientation du monde, ça ne s'est pas fait? Eh bien parce qu'il y a eu des contre-feux et des contre-forces extrêmement puissantes qui se sont soulevées dès cette époque-là. Et bon, des historiens américains ont analysé ça en appelant ça le green backlash, c'est-à-dire le contre-coup vert ou plutôt anti-vert, si vous voulez. Dans les années 80, il y a eu tout ce qui est très bien documenté, là aussi par des historiens des sciences, etc., tous les marchands de doute, en particulier sur le climat, mais pas que, sur un certain nombre de pollutions, etc., qui ont agi avec de l'argent, avec des manœuvres vraiment de lobbying, mais de lobbying au sens un peu, voilà, pas très démocratique du terme, voilà, pour retarder la prise de conscience, les politiques publiques, etc., etc. Donc en fait, ça s'est déjà produit, et vous avez raison, ça continue aujourd'hui. Vous allez dans le sens de ce que j'ai dit, c'est-à-dire aujourd'hui on pourrait se dire, mais quand même là vraiment, on est le dos nu, où on est face à voilà, l'aggravation dramatique des problèmes, alors enfin on va agir. Mais c'est contre ce green backlash, ces contre-coups anti-mobilisation, ils existent toujours. Et Greta Thunberg est un exemple. On peut penser ce qu'on veut de Greta Thunberg, mais elle a exprimé une alerte, elle a incarné ça. Et effectivement, les torrents de boue qu'elle s'est pris dans certaines presses, dans certains réseaux sociaux, sont très révélateurs de ça. Il y a à la fois, bon, voilà, les effets de réseau, de complotisme, enfin, ce qui existe aujourd'hui dans les circulations et les formations de l'opinion publique, mais il y a aussi derrière des intérêts puissants qui nourrissent ces feux-là pour retarder. Et ça fait partie, oui, de ce que nous on appelle le greenwashing XXL. Vous avez complètement raison. Si je peux rajouter juste un petit élément sur les raisons qui font que malgré les prises de conscience ou les demi-prises de conscience, on peine à vraiment prendre conscience finalement et à vraiment agir. Donc il y a des phénomènes effectivement, des intérêts privés puissants, tout un ensemble de raisons qui agissent. Il y a aussi des phénomènes plus structurels, comme typiquement, je l'évoquais tout à l'heure, le fait que la société industrielle, on l'aborde aussi dans l'intro, a tendance à éloigner de ses bénéficiaires ces externalités négatives, donc les dégradations qu'elle produit. Donc sous le format loin des yeux, loin du cœur, en fait, typiquement, tout le matériel qu'on a ici, la plupart n'a pas été produit chez nous et ne finira pas sa vie poubelle chez nous. Donc si on avait les mines de lithium, les mines de cobalt, les énormes décharges à ciel ouvert de produits électroniques qui polluent les nappes phréatiques et détruisent des vies, notamment au Ghana, bien, on aurait une autre vision finalement des avantages, des bienfaits du progrès. Parce que finalement, on a l'impression d'avoir des bienfaits de la croissance et du progrès technologique, mais c'est juste parce qu'on a délocalisé finalement tous ces méfaits. Et ils nous reviennent aujourd'hui très très fort dans la tête, sous le format des pollutions généralisées, sous le format des instabilités diplomatiques, politiques, migratoires, etc. Puisque tout ça sont des phénomènes qui sont évidemment tout à fait liés, on n'est que sur une seule terre courte, on ne voit pas les dégâts de nos modes de vie, et c'est aussi ça qui a pu permettre, qui permet encore aujourd'hui, d'avoir le sentiment que finalement ça va, nos modes de vie ne sont pas si problématiques que ça, etc. Bonsoir et merci. Je crois qu'il apparaît assez clairement, si j'ai bien compris vos explications, que le bras armé du greenwashing, c'est une forme d'imposture terminologique. Vous l'avez bien montré pour la croissance verte, pour le développement durable, et même, je n'avais pas noté, effectivement, pour la transition. La transition, c'est par nature quelque chose de froid, de tiède, de lent. Pour autant, et je vais peut-être m'attirer aux foudres, est-ce que vous ne pensez pas qu'une terminologie plus radicale, elle pourrait aussi poser des problèmes en termes d'acceptabilité, par exemple, pour les populations? D'abord, c'est de côté quelque chose qui va au-delà de la terminologie. C'est
dans les phénomènes structurels qu'on a évoqués, ça va bien au-delà de la terminologie. Et même, Laure l'a dit, la terminologie parfois en elle-même ne pose pas forcément de problème. On utilise le terme de transition, on peut pointer du doigt effectivement des petits effets, transition, ça fait pas, on ne se rend pas compte de la transformation et de la rupture profonde dont on a besoin. Mais cela étant, on peut très bien défendre des modèles de société qui semblent durables, qui semblent intéressants, sous le terme de la transition, des transitions de toutes sortes. Donc ça, quand même, ça va plus loin que beaucoup plus loin que la simple posture terminologique. Maintenant, évidemment, là, immédiatement avec votre question, le terme de décroissance, par exemple, qui est beaucoup débattu dans les questions de stratégie un petit peu écologique. Est-ce qu'il faut parler de décroissance au risque de faire peur tout de suite, ça soulève des grandes levées de boucliers, etc. Bon, là, je crois que c'est une question un peu de rhétorique, une question de stratégie. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bonnes réponses. On voit immédiatement les intérêts, d'une part, d'utiliser le terme décroissance. D'abord, si on parle de la nécessaire décroissance de l'usage de l'énergie et des matériaux, il est scientifiquement fondé. On a besoin de décroître. C'est un fait, c'est pas quelque chose qui est contestable. Ensuite, l'autre avantage, c'est qu'il est assez peu récupérable. Au cœur du moteur destructeur de nos sociétés, il y a la croissance de tout, hein, pas simplement la croissance économique, mais le toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut qui nous entraîne dans une monde limité vers la catastrophe. Donc décroissance, on a du mal à le récupérer tout en y mettant dedans ces logiques de croissance. Mais on voit aussi les problèmes qu'il peut poser, on les a évoqués. Donc là on est sur des enjeux stratégiques auxquels moi je ne donne pas de réponse parce que c'est pas déjà sur mon rôle. Oui, pour compléter ce qu'a dit fort justement Guillaume, justement, même si c'est organisé comme un dictionnaire à partir d'entrées qui sont des mots, et certains de ces mots, vous l'avez vu, sont porteurs à eux-mêmes d'une intention de greenwashing, mais d'autres non. Donc sur certains mots, en effet, on aurait plutôt tendance un peu à les dénoncer, comme des mots auparavant. D'autres, c'est plutôt de voir à quel moment ils basculent dans le greenwashing. Et là, c'est une question d'usage. Donc nous, on ne cherche pas avec cet ouvrage à être des policiers des mots, il faut bien le comprendre. Non, mais c'est bien d'avoir posé votre question, ça permet de préciser peut-être aussi, vous savez, quand on parle comme ça, on parle, ça donne une orientation et on dévie des fois peut-être de... Enfin, voilà, ou en tout cas... Bref, le débat permet de recadrer ces choses. Le bouquin, il n'est pas du tout seulement sur les mots ni sur les discours. Il est beaucoup sur les dispositifs aussi. Par exemple, l'entrée agriculture ou l'entrée énergie décarbonée, elles ne sont pas essentiellement sur les mots. On s'en fout, le mot agriculture durable, pourquoi pas après tout. Et si l'agriculture devenait vraiment durable, ce serait très bien le terme agriculture durable. Nous, on n'est pas des policiers des mots. C'est pas intéressant ça, c'est le niveau zéro. Hein. On n'est pas des policiers, mais bon, on espère être des vecteurs de bonne compréhension, mais derrière, il y a des dispositifs. Et par exemple, l'entrée énergie décarbonée, qui a été écrit par tout un groupe là, de collègues de sciences dures de la Techopole, hein, qui sont les spécialistes des quantifications, des mesures, des machins, voilà, les physiciens, mathématiciens, astrophysiciens, bon, qui sont super pour ça. Et en fait, ils font une grille en 8 critères pour comprendre à quel moment on peut parler d'énergie décarbonée. Et bien sûr, il faut aller vers des énergies décarbonées, on ne va pas se passer de l'énergie. À quel moment ça devient de l'enfumage? À quel moment on ne comprend pas les enjeux? À quel moment on est dans une fausse promesse et on met ça finalement comme un masquage sans réaliser ce qu'il y a derrière. Hein, voilà. Donc cette entrée, elle est vraiment, moi je trouve, passionnante, quoi. Parce que moi je ne suis pas physicienne et tout, donc je la trouve très pédagogique et elle n'est pas du tout sur les mots, elle est sur les dispositifs. Et justement, il quantifie, ben oui, l'éolien, le solaire, c'est très bien. Mais si on veut remplacer le solaire, le pétrole par tout ça, quelle quantité il faut de tout ça? C'est absolument énorme. Toutes ces transitions, elles demandent des minerais. Quels impacts on a sur la Terre si on met autant de minerais, enfin, si les besoins de minerais sont tels que notre société, tellement gloutonne en énergie, veut continuer exactement la même chose, voire aller plus loin, voire continuer dans la croissance aérienne comme le premier Airbus. Voilà, l'hydrogène vert, c'est très bien. C'est très bien, il y en aura, il faut le développer, il faut y travailler, mais si c'est une promesse pour dire avec ça on va continuer la même société, on aura le même confort, etc., non, ça devient du greenwashing. C'est ça. Donc c'est beaucoup sur les dispositifs, il faut vraiment le comprendre. Et c'est là, je pense, que le livre est le plus utile, au-delà des mots. Oui, ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, certains politiques reprennent en grande partie votre constat et automatiquement, dans les médias, ils sont traités de radicaux,
extrémistes. Voilà. Donc c'est aussi les médias qui sont contre votre constat et qui empêchent aussi que les citoyens puissent s'emparer de ce sujet d'une façon apaisée et pas extrémiste, comme on dit. C'est spécialité Infocom qui prend la parole. Non, mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bravo à la petite blague. Ça, c'est ce dont parlait Laure tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le green backlash ou le green bashing, qui est une façon pour défendre. Ça peut être fait de manière volontaire et critiquable et très contestable de la part d'intérêts pour défendre des intérêts privés spécifiques, de mettre de côté les alertes, les ridiculiser, etc. Donc effectivement, c'est une chose qu'on aperçoit beaucoup. Maintenant, c'est aussi un effet de notre culture. On est, tous autant que nous sommes, et moi le premier, pris dans une culture du progrès technologique, de l'abondance apparemment facile, d'un aveuglement absolument au contenu énergétique de ce qui nous entoure. On n'a absolument pas conscience de ce que ça représente en énergie. Un ordinateur, en termes d'énergie utilisée pour extraire les minerais, pour faire les composants, pour le acheminer, c'est un truc absolument extraordinaire, on ne le voit pas, c'est pas énergie. Et donc, de fait, quand on entend et quand on ne fait pas l'effort de déconstruire tout ça, et qu'on entend des discours nous dire que, bon, ben en fait, le numérique, c'est très problématique, peut-être qu'il faut s'en passer, tout de suite, on a la réaction un petit peu intuitive de dire, mais tu veux revenir à l'âge des cavernes, etc. Et au fond, à penser extrêmement mal, encore une fois, l'enjeu écologique, puisque l'enjeu de la transition, par exemple, c'est pas du tout un retour en arrière, mais c'est une bifurcation vers un autre monde qui soit soutenable et qui emprunterait évidemment des techniques, des habitudes qui ont toujours existé dans l'espèce humaine et qui empruntera aussi évidemment à la modernité de fait, parce que la modernité on y est, on ne peut pas s'en débarrasser comme d'une chemise. Donc voilà. Comprendre aussi le green bashing, c'est comprendre d'une part l'existence d'intérêts politiques, industriels, c'est absolument cynique et détestable. Voilà. Mais c'est aussi comprendre que c'est un effet socio-culturel très fort qu'on peut analyser, comprendre, essayer de déconstruire, mais qui n'est pas si facile que ça à balayer. Voilà. Voilà, je prends l'exemple du rapport à la viande, par exemple. J'ai absolument tous les arguments rationnels pour dire qu'il faut que je diminue extrêmement, voire même que je me passe de manger de la viande, mais voilà. Autant mon intellect peut le comprendre, autant dans ma vie, c'est extrêmement compliqué pour un ensemble de raisons. Voilà. Bref. Donc, c'est ça aussi, comprendre la profondeur du problème, c'est comprendre aussi toutes ces intrications, tous ces verrouillages sociaux, culturels qui nous emmènent dans des trajectoires problématiques et qui nous font produire du greenwashing et du green bashing, comme vous l'avez dit. Surtout au niveau politique, je voulais dire. Il y a des politiques qui remettent ça en avant, qui sont critiqués eux-mêmes par d'autres politiques qui sont pourtant pas si loin que ça au niveau idée de la société et qui pourtant cassent absolument ce genre de démarche. Mais votre question nous incite aussi à répondre sur notre positionnement à nous, à Técopole, comment on s'inscrit dans le débat public. Donc nous, justement, notre inscription, c'est pas de prendre part à ces enjeux politiques et de la scène politique, mais par contre, c'est d'essayer d'apporter depuis notre posture de scientifique et surtout depuis notre travail en large interdisciplinarité la plus large possible, qui comme une espèce d'équipe collective à moissonner tout un tas de données, à faire des vérifications, à aller lire des rapports, etc. Des choses qui sont fondées et qui peuvent être appropriables par d'autres pour servir à légitimer, appuyer certains discours. Donc ce bouquin, il peut être ressaisi par tout un chacun pour aider sur la société à avancer. Nous, on ne conçoit pas notre rôle de scientifique comme prescripteur qui viendrait dire voilà ce qu'il faut faire, bien sûr. Les enjeux écologiques relèvent de choix démocratiques très profonds. Mais en effet, il faut que ces choix démocratiques soient bien informés. C'est un peu ce qui a été tenté dans la Convention citoyenne sur le climat, avant qu'après, en termes d'application, ça fasse un peu plouf. Mais quand on a réuni des gens tirés au sort, représentants de la société, et qu'on leur a donné de la bonne information,
plusieurs facettes sur le sujet pour essayer de voir combien c'est complexe, multifactoriel, etc., etc. Et que les gens sont mis à réfléchir. Donc nous, on conçoit notre contribution de la même manière et vous et d'autres, vous processerez éventuellement ce que l'ouvrage peut apporter. Pour finir, votre livre, vous devez le distribuer à tous les candidats à l'élection législative qui s'y penchent un peu dessus. Ça fait évidemment partie du public aussi. Et ce qui fait aussi partie du public, c'est le. Je n'ai pas rebondi dessus, mais c'est les médias. Vous avez raison. Alors les médias, c'est un gros sac, on peut en parler comme ça, mais bon, on se comprend. Effectivement, si un changement nécessaire pour arriver à bifurquer, c'est un changement culturel, évidemment les industries culturelles ont un rôle extrêmement important à jouer là-dedans pour produire, proposer, faire véhiculer de nouveaux imaginaires, pas voilà, annoncer à tout craint que ce qui est génial à gagner dans un jeu télévisé, c'est vol à Bali, voilà, par exemple, et pour les journalistes aussi, pour traiter l'information, l'actualité, sous le prisme, à travers le prisme de la question écologique, parce que ça, d'éminents membres du GIEC font le tour des médias pour le rappeler, et d'ailleurs ils critiquent ce point de vue-là, ce qu'on a appelé ici la pensée en silo. L'idée qu'il y aurait la question environnementale qui devrait faire l'objet d'une rubrique, puis ensuite la question économique, politique, technique, etc. Le problème écologique, Laure l'a bien dit, c'est pas un problème de petits oiseaux et d'arbres et même de pollution, c'est un problème métabolique. C'est un problème des flux d'énergie et de matière dans notre société globale qui pose problème. Et donc du coup, en fait, ce qu'on pourrait demander aux acteurs des médias, c'est de toujours cadrer les choses au prisme de cette question métabolique, énergétique et matérielle. Donc de ce point de vue-là, ouais, les médias jouent un rôle évidemment important dans la facilitation du greenbashing et la circulation du greenwashing. Eric. Oui, bonsoir. Déjà pour répondre à monsieur là, qui posait une question, comment on pourrait changer le mot développement durable et transition, c'est vrai qu'on essaye maintenant de parler de métamorphose écologique et sociale. C'est une jolie métamorphose, hein, ça fait penser à des beaux processus. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la plus grosse arnaque du greenwashing au développement durable, c'est que la France fasse passer l'énergie nucléaire en termes d'énergie propre, décarbonée, dans la taxonomie verte. Je ne sais pas, les gens ont bien compris qu'est-ce que ça veut dire, parce que par exemple, moi, il y a quelques temps, j'ai ouvert une assurance vie à la Poste, et puis j'ai souscrit au développement durable européen. Donc si le nucléaire fait partie des énergies décarbonées, évidemment, il sera dans le développement durable et les économies serviront donc à construire des centrales nucléaires. Je trouve que c'est scandaleux, parce que à la base, l'écologie, le mouvement écologique s'est fondé autour de la lutte anti-nucléaire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une position où les gens qui luttent pour préserver le climat sont divisés sur la question du nucléaire. Il y en a qui disent, bah oui, on ne peut pas réduire nos consommations d'électricité, donc on a besoin du nucléaire. Macron annonce la construction de 6 EPR, tout le monde va de la surenchère, et ce qui m'interpelle, c'est qu'il est marqué là-haut, la nucléaire a un avenir à la fois plus chaud et plus radioactif. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, on est des soutiens inconditionnels du nucléaire dans cet ouvrage. S'il y a une chose qui n'est pas greenwashing, c'est le nucléaire. Bon, ne mettez pas ça sur votre blog un extrait de là. Non, mais vous avez vu que les sous-titres, ils sont un peu ironiques. Hein. Donc, le sens de ce sous-titre, c'est si on va vers le nucléaire, on aura à la fois un avenir plus radioactif avec tous les problèmes qu'on connaît du nucléaire, que vous connaissez à fond, qui effectivement fait que le nucléaire a été un des éléments clés de cristallisation d'une pensée et d'une mouvance écologiste dans les années 70. Donc on peut les rappeler, pour ceux qui n'auraient pas suivi le débat, mais quand même, quoi, des déchets ingérables, on va les enfouir pour des milliers d'années, il va falloir les maintenir si on les enfouit à pur, c'est-à-dire qu'il va falloir que des pompes fonctionnent pour que ce ne soit pas envahi d'eau et que ça n'atteigne pas la mare, il va falloir que ce soit ventilé pour que ça n'explose pas, ça c'est pas souvent dit. Bon, les risques d'attentats, maintenant on a vu en cas de guerre, ce sont des cibles potentielles. Enfin bon, le démantèlement, on n'a même pas pensé. En tout cas, on ne sait pas vraiment le mener. Bon, bref. Mais surtout, sur le climat, le nucléaire n'est pas une solution.
n'est pas une solution, parce qu'à l'échelle de la planète, c'est peanuts par rapport à la décarbonation nécessaire de ce que permet le pétrole, c'est absolument peanuts. Et si tout le monde se mettait au nucléaire, les ressources d'uranium seraient épuisées en un temps record. Et même en France, le temps de se rééquiper en nucléaire, alors que de toute façon les centrales vieillissantes nécessitent des grands travaux pour simplement ne pas prendre trop de risques, eh bien, c'est officiellement dans ce que propose, qu'a proposé le candidat Macron pendant la campagne, c'est officiellement au mieux à partir de 2035-2040 que ce sera opérationnel. Si on voit l'EPR qui a eu 10 ans de retard, qui n'est toujours pas fini, on ne sait pas où ça nous mène. Or, la décarbonation, c'est maintenant qu'il faut la faire. Enfin, je crois que vous m'avez tendu un piège, parce que vous le savez par cœur, et je suis rentrée dans la moulinette de dire, mais pour dire que bon, l'entrée, en gros, elle rappelle un peu ça, en fait. J'ai oublié d'en profiter pour dire que le 14 juin, on organisera un débat nucléaire jaune ou vert. Ce sera l'arbre à vin à Perpignan. Bonsoir, merci pour la présentation de vos travaux ce soir. Alors mon intervention se base sur deux éléments, donc celui de la RCE et de la compensation, qui sont intimement liés. Donc on parle de la RCE, donc on va réaliser par la contrainte de compenser les producteurs d'émissions. Alors, la contrainte, on peut parler de changement de chaîne de valeur ou de la réforestation ou autre qui pourrait équilibrer ces émissions. Alors je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas plutôt du green que du greenwashing. Donc voilà ma question, et si pour vous c'est du greenwashing, à quel degré? Ok, donc la question porte sur quels sont les écueils de la compensation. Voilà, la RCE. Alors RCE, c'est le ERC, éviter, réduire, compenser. Non, la la RSE. responsabilité sociétale. Ah oui, c'est lié à la compensation. Donc les entreprises pourraient compenser leurs émissions par la réforestation ou autre action. Ok, donc on va parler d'abord de la compensation. Comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment l'idée de planter des arbres pour capter du carbone de la végétation pour compenser des émissions qui seraient incompressibles, oui, pourquoi pas. Et l'idée d'atteindre une neutralité carbone au niveau du globe, au niveau global, c'est-à-dire d'émettre autant de CO2 chaque année que la biosphère est capable d'en capter, c'est un objectif tout à fait louable et c'est très bien. Alors, on a les problèmes qui sont posés par la compensation réellement existante, parce que c'est ça le problème. Le premier, c'est un problème d'efficacité. Pour tout un ensemble de raisons, les plantations d'arbres, les études qui sont faites dessus, montrent qu'elles ne captent pas du tout, pour tout un ensemble de raisons, le CO2 qui était prévu. En raison d'accidents, parce que les arbres ça meurt, voilà, parce que les arbres ça ne pousse pas comme c'était prévu, parce que les arbres ça brûle, et les grands incendies en Californie et dans le nord de l'Amérique, en Amérique du Nord cet été, je ne me souviens plus du chiffre, mais il y avait des milliers et des milliers d'hectares qui étaient des forêts de compensation. Donc en fait ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu le double des émissions qui ont été envoyées, parce que quand ça brûle, l'arbre il renvoie le CO2 qu'il a pas. Donc problème d'efficacité, problème de pollution également, parce que là c'est l'idée de penser en silo. Si on se concentre que sur le CO2, on oublie toutes les autres pollutions. Les forêts de compensation, c'est souvent des monocultures peu adaptées à leur sol, qui sont cultivées en agriculture intensive, à grand coup d'intrants chimiques, et qui posent du coup tous les problèmes liés à la biodiversité et autres. Donc ça c'est le problème d'efficacité. Par exemple, il y a eu des études sur l'utilisation des programmes de compensation dans le programme Corsia. Le programme Corsia, c'est le programme de l'aviation internationale pour compenser les émissions. Et toutes les études de différents bords et études indépendantes montrent que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que parce que soit parce que ça a brûlé, soit parce que ça n'a pas poussé, soit pour plein de raisons, ça n'a pas marché. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de mise en œuvre. Et là, on rejoint peut-être la question de la RSE et ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous êtes une entreprise et qu'on vous impose de compenser, et que votre but c'est quand même de ne pas perdre d'argent pour ne pas être bouffé par votre concurrent, vous allez aller au moins 10 ans social et environnemental pour faire une plantation d'arbres. Vous allez aller là où les terres sont les moins chères. Vous allez aller là où le droit du travail et le droit des populations est le moins respecté. Et ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle, c'est extrêmement documenté aujourd'hui, ce qu'on appelle l'accaparement des terres, et on va virer de leurs terres des populations en Tanzanie, en Amérique centrale, pour aller planter des arbres pour compenser les vols de Ryanair, EasyJet, etc. Et sachant que ça ne marche pas pareil. Donc on a des problèmes éthiques très très lourds, et c'est pas un phénomène négligeable, hein, c'est vraiment un phénomène qui est extrêmement lié aux pratiques de compensation telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui, et qui est lié du coup à la RSE, parce qu'on demande aux entreprises toutes seules de le faire, dans un contexte économique où elles sont en concurrence.
Dernier point de la compensation, c'est un problème finalement qui est plus, on va dire, dans la logique même de l'idée de compensation, dans la philosophie de la compensation. C'est l'idée de dire que, en fait, c'est une vue de l'esprit, de dire qu'on compense nos émissions lorsqu'on plante des arbres. En fait, on fait deux choses. D'un côté, on émet du CO2, et de l'autre, on plante des arbres. Planter les arbres, c'est important, et ça ne doit pas être une raison, une justification pour émettre du CO2 en faisant tout et n'importe quoi. Voyez ? Et la compensation, je le disais tout à l'heure avec le concept de neutralité carbone, elle ne peut être pensée qu'au niveau global. La pensée secteur par secteur, c'est donner le droit à des avionneurs de faire des vols à vide sous prétexte qu'ils plantent des arbres. Si on voulait compenser l'intégralité des émissions, il faudrait, dans une année, il faudrait planter en arbre 30% de la surface des terres émergées, avec les hypothèses moyennes, donc ça n'a aucun sens, 30% de la surface émergée, parce qu'il faut aussi faire de l'agriculture dessus, manger, etc., vivre, et renouveler tous les 10 ans ces plantations et les stocker, bien sûr, pas les brûler, parce que sinon ça repart dans le ciel. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc là aussi, étant donné qu'on a un stock limité de capacité de compensation carbone, on ne peut pas utiliser la compensation carbone à tout va comme argument pour faire tout et n'importe quoi. Il faut penser en amont, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre budget carbone limité, dans notre capacité à recapter du carbone qui est réel mais qui est limité, et qu'est-ce qu'on peut faire qui tienne dedans, qu'est-ce qu'on peut faire à titre de société globale qui tienne dans ces limites planétaires générales. Ouais. Est-ce qu'on arrive à vous convaincre un peu avec ces arguments ou à vous faire comprendre en quoi il peut y avoir un problème? Je comprends tout à fait. En ouais. fait, le seul réel souci, c'est l'encadrement. D'accord. Mais pas seulement, en fait. Ça pose vraiment un problème très profond. Parce qu'outre tout ce qu'a dit Guillaume, il y a aussi le fait que, par exemple, les objectifs de long terme qu'on se donne, 2050, zéro émission nette, le mot net, ça veut dire la différence entre ce qu'on émettra et ce qu'on sera en capacité de recapter ou de compenser. C'est logique et sans doute, c'est sans doute inévitable de penser en partie les choses comme ça, sauf que derrière se place un mécanisme qui est celui qui ouvre la voie à retarder l'action, ne changer le moins possible la forme de notre société, sa dynamique prédatrice, en termes, par exemple, d'émissions, d'impact sur la biomasse, etc., sur la biodiversité, en se disant, on aura d'ici là des technologies de rupture, des solutions qui nous permettront de compenser beaucoup. Or, là, c'est un effet greenwashing très, très complexe et puissant qui se passe aujourd'hui. Dans ce qu'annoncent les États, ou les grandes entreprises, ou etc., à long terme, il y a souvent cette idée que ils seront à net zéro, puisque d'ici là, on aura des solutions pour compenser. Et là, il y a un énorme enfumage qui préempte l'avenir, parce que finalement, dans le même temps, on continue d'émettre, et si on n'a pas les moyens un jour de savoir comment miraculeusement capter ce carbone, eh bien, on prend un pari délétère sur l'avenir. Vous voyez, donc, l'idée de compensation, elle est porteuse de très gros risques, en fait. C'est pas qu'en soi, elle serait forcément nocive si elle était, comme vous dites, bien conduite. Mais c'est pas du tout le cas, en fait, aujourd'hui. Au contraire, c'est vraiment une des portes d'entrée d'un greenwashing puissance X très dangereux. Ne serait-il pas une première action à mener, justement, pour sensibiliser dans un premier temps les entreprises qui ne sont pas sensibles encore aujourd'hui, malgré leurs contraintes de compenser? Oui, mais enfin, je crois qu'une des conclusions, enfin, ce qu'on voit dans le livre et dans toutes ces entrées, c'est que la question de la sensibilisation, c'est vraiment pas suffisant. C'est ce qu'a essayé de montrer Guillaume quand il a parlé de la RSE, c'est-à-dire si on ne change pas le cadre dans lequel s'inscrivent les acteurs, les règles du jeu en fait, les règles du jeu de notre monde socio-économique, vous pouvez faire de la sensibilisation, ça ne pourra pas évoluer beaucoup. Bien sûr, on peut avoir une marge où on investit, enfin où on change à cause des valeurs qu'on porte. Mais très vite, on se retrouve face à des contraintes qui sont celles des règles du jeu économique, etc., de l'organisation de la société, des inégalités, de ci et de ça. Donc, un des messages, c'est de dire qu'il n'y a pas de transition, reprenons ce mot, hein, pourquoi pas, de vraie transition, ou de métamorphose, ou de basculement, comme on veut l'appeler, si on ne change pas vraiment, si on ne repense pas à fond nos règles du jeu collectif, qui sont à la fois nos valeurs, etc., etc. Et peut-être juste une toute petite
dernier mot sur la question des entreprises, parce que c'est évidemment un enjeu majeur quand on se sent un petit peu impuissant et bloqué face à l'enjeu écologique. La question du business as usual, des entreprises, il est évidemment très fort. Les entreprises prennent conscience de la catastrophe en cours et des moyens de la limiter, ce serait nécessaire. Mais cette prise de conscience, ça veut dire prendre conscience que certaines activités industrielles ne doivent plus continuer, doivent fermer, doivent être arrêtées. Voilà, c'est ça en fait. Donc on n'est pas simplement dans du coup compenser une activité, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Voilà, c'est ce que nous dit, ça c'est ce que nous dit la physique quelque part, pour reprendre une formule classique. À un moment donné, il y a des modes de vie qui ne sont plus possibles, qui ne sont pas possibles. Et les entreprises qui fonctionnent sur ce modèle-là doivent chercher des modalités de redirection. Les entreprises sont toujours redirigées. Les métiers à tisser, les entreprises de métiers à tisser, elles marchent beaucoup moins bien qu'en 1850. Vous voyez, donc on peut se rediriger, les entreprises peuvent se rediriger. Et aujourd'hui, elles doivent le faire. Vous fabriquez, je ne sais pas, des SUV, vous fabriquez des smartphones qui font grille-pain et ramasse-miettes, il faut se rediriger. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. En tout cas, si, il y a le choix, mais pour garder une terre habitable pour les humains, On a encore temps pour 2-3 questions. Alors, vas-y. Je vais faire très court. Vous avez dit loin du cœur, loin des yeux. Là, on remarque que les Français sont massivement pour les avions et les aéroports, sauf à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. De la même manière, on voit avec les résultats des élections, les Français sont massivement pour le nucléaire, sauf à Bure. Et donc, moi, je me pose une question, parce que dans le département, donc sur la zone de Néfiac, juste à côté des Orgueilles, pour ceux qui connaissent, on a un excellent gisement d'uranium, que malheureusement, à cause d'écologistes comme Gérard ou Eric, n'a pas pu être exploité dans les années 70. La France, aujourd'hui, importe 100% de son uranium, comme d'ailleurs les Américains qui importent tout leur uranium de Russie, d'où l'absence d'embargo sur l'uranium russe. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas réouvrir ces mines, comme un EFIAC, pour que les gens, localement, comprennent ce que c'est que la réalité d'une filière uranium ou d'autres filières industrielles? Bon, c'est du mot. Non, je voulais dire juste que bon, c'était de l'humour, alors ça n'apporte pas vraiment de réponse, mais il y a quand même un peu dur avec les gens. Les gens, d'abord, se débattent dans l'obscurité du présent. Et les résultats d'élection ne disent finalement pas vraiment des choses de l'engouement de la société pour le nucléaire, parce que les gens, ils aimeraient d'abord vivre tranquille et sur une terre habitable. Et bon, voilà, je pense qu'il faut aussi déresponsabiliser, pas totalement, mais un petit peu, pas faire peser tout le fardeau d'une trajectoire sociétale sur des individus bien isolés et qui sont structurellement isolés par la société dans laquelle on est. Oui, bonjour. On a parlé tout à l'heure du greenwashing qui justement avait cet effet systémique et du fait que finalement il était tellement imprégné dans la connaissance populaire que il y en a partout autour de nous, et y compris dans notre vision du monde. Et je me tourne un peu vers les écolos quand je dis écolos, c'est les gens qui ont une conscience écologique. Donc je m'intègre dedans, et je pense que j'intègre une grande partie de la population de cette salle. Nous sommes sensibles à ce greenwashing, et ça a sans doute impacté notre vision du monde, et sans doute qu'on a des conceptions de ce qu'est l'écologie qui sont des fausses solutions. Justement, vous avez parlé tout à l'heure des fausses solutions. Alors je me pose la question, je suis un écolo, j'ai envie de faire ma part et d'avoir une utilité. Comment je fais pour identifier ces mauvaises conceptions du monde? Comment je fais pour les corriger et comment je fais pour avoir un impact réellement efficace? Quels conseils vous pourrez donner aux gens dans cette situation? Acheter le livre, oui. Ouais, juste la question, mais en fait vous avez tout dit. La question c'est d'arriver à comprendre quels sont les mécanismes producteurs de greenwashing, et nous, là aussi, Laure citait tout à l'heure l'interview à France Inter où les journalistes vous ont dit voilà, mais est-ce que vous n'apportez pas de solution? Mais en fait, nous, notre pari, c'est celui de dire que
avant d'apporter les solutions, être lucide sur l'analyse des enjeux, c'est la condition nécessaire à penser les solutions possibles. Et ces solutions elles doivent être inventées, localisées, démocratiquement, etc. Ce que vous voulez, mais être lucide et comprendre que l'économisme, le technosolutionnisme, la pensée en silo, ça a de fortes chances de produire du greenwashing, ne pas penser les enjeux dans leurs ordres de grandeur, c'est ce qu'on a discuté sur la question de la compensation, sur la question des minéraux, de la question de l'urgence climatique et du nucléaire. Est-ce que le nucléaire peut répondre à l'urgence climatique si on met de côté tous les autres problèmes que pose le nucléaire? La réponse est évidemment non. Là, c'est pas la peine de calculer longtemps. Donc voilà, avoir en tête ces grilles de lecture, c'est déjà commencer à déjouer le greenwashing. Je l'espère. Et après, je crois que la pensée écologiste, profondément, est toujours forcée d'aller un pas plus loin que le sens commun de son moment. C'est-à-dire que depuis le début, je crois que les écologistes sont dans une pensée qui est, parce que justement elle est systémique par nature, par ce qu'est la science écologique à la base, et ce qu'a été après la saisie d'une écologie politique, c'est-à-dire d'une écologie qui intègre aussi les dimensions sociales, sociétales, économiques, etc. On voit l'extrême complexité de ces enjeux. Enfin voilà, cette transition à venir, ces enjeux, aucun d'entre nous ne dit que c'est simple. Il y a des solutions, il y a des choses qu'il faudrait qu'on mette en œuvre, mais de toute façon, ce changement, il est très complexe. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas constamment jeter la pierre aux politiques. Certes, certains d'entre eux sont insuffisants, beaucoup sont sur des fausses promesses, etc. Et le débat, l'enjeu écologique n'a pas été suffisamment présent, et même c'était terrible dans, par exemple, la dernière campagne. Mais en même temps, c'est difficile aujourd'hui d'être un politique. Il faut que toute la société soit en capacité de se dire on va essayer de se mettre à l'œuvre collectivement pour changer. C'est très complexe. Et en tant qu'écologiste, je pense qu'il faut toujours essayer de voir le coup d'après. C'est-à-dire que, par exemple, le terme transition, il a émergé dans les années 2000 aussi du côté des militants écologistes. Le mouvement des Transition Towns, c'était un espoir. C'était des gens qui, en Angleterre notamment, etc., se sont dit comment on va s'organiser localement pour la résilience, l'après-pétrole, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on voit que c'est ressaisi par l'eau, parfois déformé, parfois pour masquer finalement le fait qu'on continue à faire la même chose. On s'aperçoit que la notion de pic pétrolier, qui a beaucoup occupé les écologistes, par exemple, elle n'était pas si importante que ça. C'est moins le pic qui compte que le fait que finalement on continue à avoir assez de ressources pour faire chauffer le four dans lequel on va... Voilà, enfin... Donc en fait, je pense que c'est très bien la pensée écologiste parce que ça donne des bonnes bases de référence pour la compréhension de ces enjeux. Et après, il faut être toujours en vigilance de se dire mais c'est quoi aujourd'hui la réactualisation de ces enjeux? Et notre ouvrage essaye ça, de se dire c'est quoi aujourd'hui les nouveaux choses-trappes. Les écologistes des années 70, ils ont levé des problèmes, ils ont soulevé des enjeux que personne ne voulait regarder sinon. Aujourd'hui, c'est quoi? Comment on doit se reposer les questions? Ok, bonjour. Donc moi, en fait, ma question, elle avait cette intention aussi de se dire, ok, donc de manière exponentielle, on va vers le pire. Et ok, donc les mots qui étaient peut-être très pertinents il y a 20 ans, donc ils sont réutilisés, sont transformés, donc le vocabulaire de nager dans une masse de vocabulaire qui ont potentiellement des bonnes intentions. Et du coup, se dire qu'une fois qu'on a ce constat, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ok, même si je crois qu'on comprend que 50%, on sait que de toute façon c'est pire que ce que je peux imaginer, donc quelle direction je prends? Et donc moi je me demande, du coup, parce que là, dans tout ce que vous dites, on se dit, bon, la solution, donc c'est la sobriété, ok, donc de manière individuelle, bon, ça c'est... alors, simple, on va dire, par rapport à ce qu'on peut imaginer, de quand on imagine quelque chose de collectif, ou justement influencer les gens, parce qu'on se dit influencer les gens, alors est-ce qu'ils sont au courant? Bon, en général, les gens plus ou moins, ils ont des enfants ou des gens qui y tiennent, qui sont assez jeunes, donc si ils sont au courant, et si en plus ils ont une raison de s'inquiéter pour le futur, il y a quelque chose qui va se passer, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que vu que la sobriété, j'ai l'impression que ça va vers le mot contrainte, il n'y a pas d'enthousiasme, et que dès qu'il y a quelqu'un qui parle un peu de ça dans les médias, justement, on est, voilà, c'est un fou, c'est fini. Donc, je vois pas l'espoir dans le, je vois pas l'espoir dans le. Alors, je pense que c'est bien le constat, mais je vois pas l'espoir ou pareil la solution de l'évolution.
Bon, voilà, on n'est pas des promoteurs d'espoir, mais on n'est pas non plus des promoteurs de désespoir. En fait, on est dans un combat culturel. Enfin, vraiment, quoi. Pas que culturel, mais culturel avant tout, c'est sûr. C'est-à-dire partager les constats, partager la compréhension profonde. Parce que des fois, on croit savoir des choses. Aujourd'hui, tout le monde est bombardé par les infos, là, une inondation là, le GIEC qui dit il reste 2 ans, bon, sécheresse ici, etc. Donc tout le monde est au courant. Mais qu'est-ce que c'est quand vraiment la connaissance se dépose au fond de nous et commence à devenir agissante, c'est-à-dire à nous mettre en mouvement, à transformer vraiment notre manière de voir le monde, nos valeurs, nos enjeux pour le futur, etc. Enfin, et à nous nourrir aussi. Et du coup, je sais pas, c'est aussi un moteur. Ce qui est sûr, c'est que quand vous dites la sobriété, bon, c'est sûr, il faut aller vers une sorte de sobriété collective qui n'est pas une ascèse, qui est comme l'a dit Guillaume, c'est une réorganisation différente de nos sociétés, avec incontestablement, je crois que même en tant que scientifique on peut le dire, plus d'égalité, plus de solidarité, plus de résilience dans une manière différente, plus collective peut-être, de faire société, voilà, c'est ces changements-là. Donc ça ne peut pas du tout être pensé seulement du point de vue d'un acteur individuel. Il faut chacun faire des choses individuelles, il faut prendre ses trajectoires, essayer de les partager autour de soi, mais vraiment, 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 on ne peut se projeter que dans quelque chose qu'on construit collectivement. C'est pour ça que nous, on considère qu'il est très important que chacun essaye d'agir dans son collectif, ses différents collectifs. On est tous membres de plusieurs collectifs. On est membre d'un quartier, d'un village, on est membre d'une bande de copains, on est membre d'un corps professionnel, d'un milieu de travail, on est membre d'une entreprise, d'un réseau internet de passionnés de ci, de ça, que chacun essaye d'introduire l'écologie, de s'armer, de trouver des alliés au sein de ces collectifs pour qu'on essaye d'être plus nombreux à pousser. Et après, il y aura évidemment l'enjeu de la saisie démocratique. Comment on fait, par quelle voie démocratique, à réinventer très certainement par de nouveaux dispositifs, etc., des transformations, pour décider en commun et pour essayer de minorer les verrous qui nous bloquent, les lobbies, etc., et pour donner place à de l'intelligence collective, à de l'adhésion collective, à une capacité de décider ensemble d'un chemin relativement bon, même si on n'est pas des boy scouts, il n'y a pas de boy scouts dans cette société. Bien sûr, il peut y avoir des visions différentes, il n'y a pas le bien, le mal, etc. Je ne sais pas pourquoi je m'emballe comme ça, là. On est fatigué, du coup... Et quand même, vous posez une question classique de ce type de conférence qui, au fond, mais que faire, ce constat, etc. Et vous évoquez quand même une des pistes dont Laura a parlé aussi, la question du combat culturel. Et il est évident qu'aujourd'hui, parmi les choses qui sont nécessaires, c'est de réenchanter l'idée de sobriété et de simplicité. C'est juste une évidence, et c'est un enjeu politique au sens politique de la vie de la cité, des valeurs, de la construction des valeurs collectives, non pas de créer ça, mais de faire comprendre, de faire bien voir qu'il y a plein de choses sobres et simples qui sont en fait extrêmement heureuses, qu'on est très heureux, qu'on peut utiliser infiniment moins d'énergie sans perdre absolument de qualité de vie. Je vais prendre un exemple qui est sans doute pas le bon, mais moi je l'aime beaucoup, alors je le dis quand même, je le dans toutes les sauces. On parle de la voiture, de la mobilité individuelle, la voiture, on se focalise sur l'électrique, et finalement ce qu'on fait, c'est on fait exactement les mêmes voitures, mais électriques, et ça pose tous les problèmes dont on a parlé. Alors que une manière extrêmement simple de diminuer les émissions de CO2 d'une voiture, c'est de diviser son poids par deux. Vous diminuez globalement les émissions de CO2 par deux. Et en fait, là, et vous ne faites pas du tout perdre de qualité de vie à quelqu'un. Vous voyez qu'une 4L 1970, ça faisait 500 kg, et je ne pense pas que les conducteurs de 4L étaient moins heureux que les conducteurs de Twingo aujourd'hui. Une Twingo aujourd'hui, ça pèse 1000 kg. Une voiture d'entrée de gamme, c'est le double. Et donc, il y a eu des améliorations de l'efficacité énergétique des moteurs, ce qui fait qu'elle émet autant aux 100 km, mais du coup, elle pourrait émettre la moitié. Donc voilà, c'est un exemple tout bête, mais il y a plein de choses à faire penser, à faire comprendre qu'effectivement, quand on parle de sobriété, on ne parle pas de retour à l'âge des cavernes horrible où on pleurait, mais qu'il y a tout un ensemble de choses hyper joyeuses à inventer autour de la vie simple, et de pointer du doigt aussi tous les moments insupportablement pas du tout joyeux que nous apportent les technologies. On est tout, je sais pas, mais beaucoup de gens sont complètement aliénés à leurs ordinateurs, moi le premier, et je serais très heureux si j'étais j'aurais plus de moments de bonheur si j'étais plus sobre dans mon usage d'Internet. C'est une évidence.
Quand on passe la vie dans les bouchons pour aller au boulot, on n'a pas forcément, on voit pas à quel moment la voiture individuelle est une libération. Quand on passe la moitié de son salaire dans sa voiture, ou quand le prix à payer pour pouvoir prendre l'avion une fois par an, c'est de travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans de sa vie dans un boulot qu'on n'aime pas, on n'est pas sûr que ce modèle de société-là, ce soit vraiment celui qui nous apporte le bonheur. Donc il y a vraiment un enjeu à réenchanter d'autres modes de vie. Et ça, c'est un enjeu politique, culturel. Voilà. Moi, je voulais juste vous dire que vous avez illuminé ma journée. Excusez-moi, je suis un peu prise par un rhume. Parce que ce matin, à France Inter, il y avait le gouverneur de la Banque de France qui expliquait, en prenant des pincettes, qu'on n'avait pas la croissance voulue. Léa Salamé essayait de le faire entrer un petit peu dans ses retranchements en disant on est perdu. Et donc, finalement, on n'a pas de croissance. Et nous avait expliqué que c'était tant mieux. Donc finalement, je trouve ça super. Merci beaucoup en tout cas. Bon, c'est de l'humour aussi, mais merci beaucoup pour toute cette illustration et toutes vos explications, même si voilà, c'est quand même compliqué. Je pense que plus on apprend de choses et on s'intéresse, et plus c'est difficile à comprendre et à creuser encore. Donc, en tout cas, merci de nous avoir éclairés, en tout cas ce soir. Et même si c'était une petite blague, quand même, je veux juste le préciser, parce que c'est quand même important, la sobriété, alors c'est-à-dire pas de croissance dans un monde construit complètement autour de la croissance, c'est pas quelque chose de joyeux, parce que ça pèse d'abord sur les pauvres, les plus vulnérables, etc. Donc l'essentiel, c'est pas de faire une décroissance, c'est-à-dire de faire une récession économique, ça c'est parce que là c'est effectivement une catastrophe dans un monde qui est construit autour de la croissance. Ce dont on a besoin, c'est de se passer de cette nécessité de croître. Voilà. Et ça, c'est une construction collective. Alors merci effectivement pour toutes ces explications. Moi, si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est que profondément, il faudrait qu'on change notre société et nos modes de vie. Mais quand vous voyez comment on arrive à faire un changement d'une façon de fonctionner, par exemple dans une entreprise, ça prend des années avant qu'on en soit. Et alors je m'inquiète un peu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure du grand saut là qu'il faut qu'on fasse le plus rapidement possible, parce que tout ce que vous êtes en train de me dire, je comprends très bien, et je comprends qu'il faut que tous, autant qu'on est, et la société elle-même change, mais ça va prendre combien d'années avant que votre voiture là, elle fasse plus que 500 kilos, parce que nos constructeurs ils sont pas partis du tout là-dedans, ils sont dans des SUV bien plus lourds, ou dans des énormes 4x4 là, américains. Donc je vois pas très bien comment on va arriver à ce changement radical, rapide, de changement de société que je comprends plus qu'utile, quoi. Ah ben ça, c'est l'enjeu de la décennie qui s'ouvre, là. Et c'est l'enjeu qu'on va tous observer ensemble. J'espère qu'on ne va pas faire que l'observer, mais on va essayer de peser. Mais oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que là, on est dans des grandes déclarations, on est dans une écologie déclamatoire. En 2030, on va avoir moins 55% d'émissions. Ah bon? Mais comment? Et pour l'instant, le Haut Conseil pour le climat pointe chaque année qu'on ne tient même pas nos ambitions, nos objectifs formulés par l'État français, qui eux-mêmes de toute façon ne sont pas suffisants pour être au rendez-vous en 2030. Bon ben voilà, on va observer ça, et chaque année ça risque de se creuser. Si ça se creuse, qu'est-ce qu'on va faire collectivement? C'est ça l'enjeu à venir. De toute façon, maintenant, ça va être de plus en plus net. Voilà. Mais comme disait le monsieur tout à l'heure, il y a 30 ans, dans les années 70, les gens ont mis en exergue ces problèmes, on est 30 ans après, et en fait on dit qu'il faudrait qu'on change notre manière de vivre, etc. On n'en est pas tous, mais certains en sont très conscients. Et est-ce que dans 50 ans on redit la même chose? Oui, c'est le problème qu'on pointe du doigt. Toutes les analyses en sociologie, en histoire montrent la puissante inertie des sociétés, en ingénierie, ou en tout cas dans les études sur le déploiement des technologies en entreprise, des techniques, des modifications de fonctionnement, évidemment, c'est long, etc. Ouais, ça fait partie du constat. Et c'est bien ce qui dit qu'il faut faire des changements très profonds. C'est une question de volonté politique aussi. Nous avons peut-être pas fait les bons choix. Ça c'est comme vous l'avez dit. Politique est là aussi pour contraindre si on ne choisit pas les politiques si on choisit des politiques qui adhèrent à
mais bien sûr. Mais même en faisant des bons choix politiques, c'est compliqué, la mise en œuvre, elle est complexe et elle va demander des négociations au sein de la société, parce que la société est faite de groupes d'intérêts, de populations différentes, de gens qui sont à différents niveaux de compréhension des enjeux, etc. Donc il y a quelque chose de très politique au sens très profond du terme. Et bien sûr que tout ne se vaut pas sur le champ politique, hein, nous on ne va pas aller plus loin dans ce registre, mais bien sûr, bien évidemment. Hein. Et voilà, il y a des évaluations qui ont été faites par des associations comme Greenpeace, comme le réseau Action Climat, etc., face aux programmes électoraux de la dernière présidentielle. Bon, ben, c'était très net. Ce qui tenait la route et tout le reste ne tenait pas. Il y avait quelques... Mais bref. Mais c'est pas que ça. Même si on imaginait avoir le gouvernement de nos rêves, qui est peut-être pas le même pour chacun d'entre nous dans cette salle, mais bon, peu importe, ce sera encore qu'une partie. C'est important, ce niveau-là, mais c'est loin d'être le seul. Et je pense qu'il faut bien comprendre que de toute façon, il y a des négociations à avoir et une sorte de montée en puissance de la capacité collective de la société à toutes les échelles de se saisir de l'enjeu qui est encore très loin d'être atteinte et qui est un des éléments importants. Il ne faut pas, alors il ne s'agit pas de... Les politiques ont évidemment des responsabilités très importantes, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas du tout toutes les clés en main et qu'il y a énormément d'autres enjeux. On peut penser aux enjeux géopolitiques, évidemment, diplomatiques, et puis la puissance aussi, c'est dans les mains d'acteurs économiques, auxquels on a, par des politiques, donné de plus en plus d'emprise, de plus en plus de pouvoir aussi. Mais il se trouve qu'on est dans des situations où il faut compter avec ces blocages aussi. Donc, bien sûr, évidemment, on a besoin de régulation de la part du politique, c'est une évidence. Ça ne fait pas tout non plus. Il n'y a pas longtemps, au Texas, ils viennent de faire une usine à Bitcoin. Je crois que c'est quelques milliers d'ordinateurs. Et ils arrivent à miner à peu près 36 Bitcoins par an. Or, je me rappelle dans les années 70, il y a un Américain, enfin un Indien américain, qui avait dit aux capitalistes qui venaient de l'embêter dans sa réserve, bah oui, c'est bien gentil tout ce que vous faites, mais quand il n'y aura plus des dollars et qu'il n'y aura plus rien sur la terre, qu'est-ce qu'on mangera? Bah, c'était pas grave, ils auraient mangé des billets. Maintenant, on va être obligé de manger des électrons. Je ne sais pas si... Alors, Bernard n'a pas posé la question sur le tourisme, donc on ne reviendra pas dessus, pourtant on n'est pas particulièrement impacté. Juste pour une note positive, depuis ce matin circulent les étudiants de Agritech, Paris Agritech, qui font à la sortie, à la remise de diplôme, une déclaration de bifurcation. Je ne sais pas si... Voilà, j'aurais voulu avoir votre avis sur ce côté positif. Je sais que sur les étudiants de Toulouse, il y a un travail qui est fait aussi par la Techopole pour essayer d'accompagner vers cette bifurcation. Donc voilà, et puis surtout, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça. En tous les cas, je voulais vous remercier, parce que vraiment, le message a été très clair. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent acheter le livre, faites comme